La Caisse des Jardins du littoral gaspésien vous présente votre émission d'information Reflet d'ici. Bonne émission. Bienvenue dans votre Reflet d'ici. Cette semaine, votre émission des nouvelles locales et régionales est rendue possible grâce à la collaboration de nos différents journalistes, techniciens et bénévoles. Merci à eux. En manchette cette semaine. Fun, Rocher Percé interpellé. Effectivement, donc il y a une lettre qui a été transmise hier d'un côté au ministre Charette. Donc les deux députés sont en copie conforme. Donc les gens qui sont aussi au niveau des décisions du bureau local ici. Donc nous, on fait part de nos propres préoccupations aussi. Donc, je sais que le maire de Chandler fait quand même certaines démarches de son côté. Donc, moi, j'ai mis dans cette tête-là que j'étais disponible, que je veux les rencontrer, que je veux savoir qu'est-ce qui se passe. Comité des transports du 11 mars, le plan de retour du train sous la loupe des élus. La coalition demande au présent comité et au ministre des Transports de prendre action pour que cesse le manque de considération pour le vécu des voyageurs depuis les années 80. La coalition a des pistes de solutions qui pourraient améliorer le service dans tout l'Est du Canada. L'agonie des gares commence en 1982. Malgré 80 500 voyageurs en 84-85 sur le train de la Gaspésie. Ça va-tu? Jonathan Roberge et l'AQPS brisent le silence sur le suicide. J'ai de la difficulté à me regarder à la base comme beaucoup d'artistes. Là. J'aime pas entendre ma voix, j'aime pas me voir, je suis dans la critique. Mais ça, j'ai pas envie de me voir vulnérable comme ça. Je veux que les gens le voient, mais moi, j'ai pas envie de me regarder comme ça. Bourse Desjardins. Oui, bien c'est sûr que la différence là, d'une coopérative, c'est qu'ils réinvestissent là, une part des excédents dans la communauté. Pour Desjardins, c'est une façon d'être présent auprès des membres et auprès de la collectivité aussi. L'éducation, ça fait quand même partie de nos priorités d'investissement. C'est un engagement qui découle de nos valeurs coopératives, soit soutenir le milieu et encourager la relève. Regarde sur 3 décennies de succès et d'exportation chez JIM Export. Première partie. Ça allait tellement bien que j'étais allé chercher 2 autres personnes. Il y avait Karine Berger, puis celui qui est ma gauche, Gino. Puis quand tu as Gino dans ton équipe, là, tu ne veux pas t'en départir, ça prend près 2 semaines à comprendre que ça va débouler quelque part. Mais pas longtemps après, c'est bien 1 an et demi après qu'il était en place. On a eu le prix Hector Fabre. Participez à l'AGA du littoral gaspésien le 31 mars prochain. L'Assemblée générale annuelle, c'est un moment clé dans la vie de la Caisse. En ayant un modèle coopératif, c'est l'occasion pour nos membres de prendre connaissance des résultats financiers, de voir comment la Caisse performe. Revue de presse. Vous écoutez votre Reflet d'ici. Revoyez tous nos reportages sur notre site Internet. La boutique Le Mercier de Chandler, l'endroit où magasiner un vêtement devient une expérience en soi. Venez nous voir en magasin et soyez accompagnés par des professionnels soucieux de vous offrir la qualité avec le style, l'originalité et ce pour toutes les occasions. Nous avons de tout pour le sportif, l'homme d'affaires et des occasions spéciales qui requièrent un service personnalisé pour faire de vos événements des moments inoubliables. 484 rue Hôtel de Ville Chandler, 418-689-2404 ou visitez notre page Facebook Le Mercier Chandler. Boutique Le Mercier, la référence en mode masculine en région. La MRC du Rocher-Percé se dit interpellée par la fermeture du bureau de la fonte de Chandler dès juillet prochain, comme le révélait la radio Bleu FM de Chandler récemment. Ce sujet et bien d'autres comme la carte électorale, Emerson et le logement ont été abordés par TVRP à la période des questions lors de la séance publique de l'entité municipale du 19 mars. Il y avait un projet pour Rocher-Percé. J'avais noté convertir une maison familiale en 3 logements dans la MRC Rocher-Percé. Oui. OK, vous une idée? C'est quoi au juste? En fait, c'est une maison qu'une personne avait qui a ajouté 2 logements sur sa maison. Donc, ça va devenir une maison unifamiliale qui est devenue un triplex. Donc, il va y avoir des logements disponibles dans cette maison-là. OK, donc des logements pour monsieur, madame, tout le monde, pour une personne qui veut y avoir accès. OK, ouais. Donc ça veut dire que c'est comme un projet pour locatif, quoi. Ça. Donc effectivement. Donc c'est des bonnes nouvelles, je cherchais la dynamique, mais en fait, c'est une façon d'ajouter l'offre
Oui, effectivement. Donc, on a la chance ici d'avoir quand même des très grandes maisons, parfois qui sont habitées par une personne. Donc, c'est une façon de pouvoir réorganiser le service. Le fait que de quelle façon que la maison est aménagée. Donc, on peut peut-être voir l'apparition d'un logement de 2, de 3. Donc, c'est une façon aussi, parce que construire des blocs neufs, c'est quelque chose qui coûte quand même assez cher. Donc, c'est une alternative qui est quand même possible, qu'on est capable de mettre de l'avant avec ce programme-là. OK. Vous n'avez pas l'idée du montant du projet, en gros, c'était combien, là? J'ai pas de montant exact, mais nous, c'est des subventions à la porte là, qui a été donné. Donc, c'est un soutien financier que nous, on a apporté à cette personne-là. Donc, qui était là pour pouvoir faire du logement supplémentaire. Donc, oui, c'est une alternative. Donc, je peux pas vous dire le coût total du projet parce que je ne connais pas par cœur, mais c'est 2 portes de plus sur notre territoire. OK. Donc, il me semble le préfet d'Avignon avait dit que c'était comme 10 000 la porte. Oui, c'est ça. À peu près que ça avait coûté. Oui. Juste savoir, c'était quoi le volet 4, 1.7, le truc sur la justice? J'ai un peu raté... oui, dans le fond, c'est le volet 4 là, du FRS, c'est le programme de coopération et de gouvernance municipale. Donc, c'est vraiment pour des projets mettons, au sein d'une MRC qui a 2, 3, 4, 5 villes qui ont un projet commun, donc ils peuvent le déposer là, soit via les villes elles-mêmes ou via la MRC directement. Donc, c'est pour partager certaines ressources, par exemple. Donc, nous, ça va être comme une personne qui va être là pour faire certains conseils juridiques qui va être disponible pour l'ensemble des villes. Donc, au lieu de faire affaire avec des gens à l'externe, mais si on a des consultations à faire, des documents à analyser, donc cette personne-là va être sur notre territoire et dans notre équipe pour pouvoir nous accompagner. Ah, OK, oui. OK, je comprends. Bon, ça, c'est intéressant. OK. J'avais l'implantation du centre de transbordement à Grande-Rivière. La résolution était assez longue, mais en gros, là, j'ai posé la question il y a quelques temps, mais là, on est rendu où, en fait? Qu'est-ce qu'il y en est? En fait, c'est toujours en cours actuellement. Donc, il y a certaines démarches qui vont se faire. À partir de cet automne, on va avoir un nouveau contrat au niveau du transport de la matière. Donc, dans le contrat, ça inclut l'implantation d'un centre de transbordement sur notre territoire pour les déchets. Donc, il y a des démarches qui sont en cours pour la construction, voir de quelle façon on va pouvoir arranger le chemin pour que ce soit sécuritaire, puis qu'il y a quand même de gros camions qui vont aller là quand même assez souvent. Donc, c'est dans l'objectif que tout soit sécuritaire, puis qu'on va participer tout le monde ensemble pour pouvoir trouver certaines solutions à ces gens. Est-ce qu'on a l'échéancier, le budget? Je n'ai pas les chiffres exacts avec moi présentement, mais oui, tout est mis de l'avant là, pour le projet. Je peux t'apporter un complément d'information? Ben, comme vous le savez, là, il va y avoir un changement. Maintenant, ça prend comme un dépôt. Puis, dans les démarches qui ont été faites, là, dans les sites qui avaient été ciblés présentement, là, c'est le site où l'éco-centre à Grande-Rivière qui a été retenu, sauf que la montée, présentement, le chemin n'est pas municipalisé puis pas praticable, donc il y a des investissements à faire. Donc, en gros, là, la résolution, nous, la Ville, là, étant donné qu'on a ciblé là, le terrain pour le site de transbordement, nous, ce qui est important pour l'acceptabilité sociale, c'est que ce chemin-là, avant d'être municipalisé, qu'il y ait un engagement au niveau du Conseil des maires, parce qu'étant donné que l'ensemble là, des dépôts de la MRC vont se retrouver là. En plus, présentement, on a 60% là, de la matière qui va à l'éco-centre. Donc, dans le projet qui avait été déposé pour la mise à niveau de la rue McTavish, qui va être principalement utilisé pour aller à l'éco-centre. Nous, on avait déposé un PAVL. Donc, je pense que la résolution, ça vient soutenir la ville de Grande-Rivière au niveau là, de la position de la MRC, comme quoi que ce dossier-là est important. Puis ça va nous permettre aussi de se servir de ça dans le cadre de des élections provinciales, de revendiquer là, la nécessité
que des investissements soient mis en place. Donc, il y a eu une rencontre. Effectivement, on va déposer en conséquence, mais il reste que, des fois, il reste des résiduels. Puis je pense que la résolution va être utilisée par la Ville de Grande-Bière parce que nous, c'est important, là. On a le bras dans le top d'or, là, mais on veut s'assurer que les engagements qui avaient été prévus au début soient investis parce que c'est une condition là, préalable pour l'acceptabilité sociale. Mais juste une dernière chose, le centre de transbordement, il n'y en a pas en ce moment? Non, présentement, il n'y a pas de centre de transbordement. Ça change quoi, ça? C'est quoi? Mais en réalité, là, présentement, là, c'est que les camions, là, après qu'ils ont fait leur tournée, là, ouais. Bon, ben, suite à ça, il y a apporté, là, mettons, là, les déchets au LET à Gaspé. Oh, okay, Tandis que maintenant, là, les camions, là, la nouvelle flotte, là, ça ne le permet plus. Donc, ça prend un site de transbordement. C'est-à-dire, ça va être un bâtiment dans lequel que les camions vont aller faire les dépôts, puis que c'est des vannes qui vont être remplies là, par des chargeurs. C'est les vannes qui vont aller apporter le stock. Donc, étant donné que la concentration des utilisateurs, c'est Grande-Bière, Chandler, ben, dont le principe de s'assurer que ça coûte le moins cher aux contribuables, donc il faut être proche de la proximité, puis le site, il va servir à ça. OK. Donc, mais il reste que c'est un investissement que, présentement, le gouvernement assume une bonne partie des coûts, mais sauf pour se rendre au site, pour que ça soit correspondable, il faut s'assurer que le chemin soit praticable, surtout là, dans certaines périodes de printemps, automne, etc. Donc, puis nous, présentement, le chemin n'est pas municipalisé, ça appartient là, à la régie du LES là, qui concerne les 3 municipalités. Donc, avant de procéder au transfert, nous, ça prend une garantie parce qu'il y a des estimations qui ont été faites, il y a des coûts attachés à ça, puis on veut s'assurer, avec cette résolution, la résolution, ça vient appuyer la Ville de Grande-Bière dans ses démarches de s'assurer de prioriser cet investissement-là parce que ça implique les 5 municipalités. OK, d'accord. Donc, pour l'instant, on n'a pas de chiffres, on n'a pas d'échéancier. C'est juste... On a des chiffres. On a des chiffres. Là, je vous dirais que si le transbordement, là, c'est un investissement pratiquement de 2,4. J'ai pas de chiffre exact, donc j'ai pas voulu m'avancer, mais oui, il y a des chiffres qui sont quand même budgétés, mais il y a une partie qui est comme payée avec le gouvernement, puis il y a une entente avec la ville de Gaspé aussi, donc c'est vraiment comme un... Je peux pas vous dire combien ça va coûter exactement, mais oui, il y a... On est dans les 7 chiffres, là, de toute façon, là. Oui. OK, mais c'est ça, ce dossier-là, c'est surtout géré par la régie, parfait, intermunicipale. OK. Mais par contre, pour la partie du chemin, étant donné que sur le territoire de Grande-Bière, il y a un investissement, puis nous, on veut s'assurer qu'une bonne partie de cet investissement-là soit absorbée par le gouvernement du Québec, ce qui n'est pas le cas présentement. D'où la résolution de là. Étant donné que les travaux vont débuter, mais on veut juste s'assurer que les investissements vont venir assez rapidement, parce que, je ne vous le cacherai pas, le projet a été vendu dans un principe de s'assurer de l'acceptabilité sociale du secteur. OK, parfait. OK. Redécoupage de la carte électorale, j'ai compris que vous vouliez le statu quo. Oui. OK. Ça va être difficile d'avoir le statu quo, mais il y a encore des sièges à l'Assemblée nationale. Il y en a 4 de libres, là, qui sont là. Québec solidaire a proposé 2 sièges de plus. Ça serait logique, parce que la population du Québec n'a pas grandi depuis 1980, depuis qu'on n'a jamais rajouté de sièges. Seriez-vous d'accord qu'on a ça va être dur, là. Je vois venir la décision de la Cour suprême qui s'en tient à la loi. On attend la décision du 22 avril. Ajouter 2 sièges, est-ce que ça pourrait être une solution que vous pouvez proposer au gouvernement? De notre côté, peu importe le moyen qu'ils vont prendre, qu'il soit d'ajouter des sièges, nous donner un statut d'exception, de faire ce qu'ils veulent. L'important pour nous, c'est qu'on ait les mêmes circonscriptions électorales, qu'on ait 2 députés sur notre territoire, qui aient une certaine cohésion et certaine cohérence aussi. Pour moi, le fait que la Haute-Gaspésie soit maintenant dans le Bas-Saint-Laurent, on aurait une seule circonscription, nous, de Grande-Vallée jusqu'à Matapédia, c'est la même grandeur que la Belgique, c'est inconcevable, ça n'a pas de bon sens. Qu'ils prennent le moyen qu'ils veulent le faire, qui ajoutent des députés, qui en mettent 3, 4, 2, 5. Ils peuvent faire la façon qu'ils veulent en fonction de ce que nous, ce qu'on désire, c'est qu'on ait un statu quo, qu'on ait minimalement 2 députés dans la Gaspésie. OK, ça c'est clair. Concernant la fermeture du bureau, de la protection de la faune à Chandler, on demande de surseoir la décision de Québec. Oui.
Est-ce que vous vous entenez des démarches? Est-ce que vous avez déjà rencontré des députés? Est-ce que vous avez demandé des rencontres avec des ministres? Quelles sont les démarches que la MRC a entamées pour convaincre Québec de surseoir à cette décision? Effectivement, donc il y a une lettre qui a été transmise hier de notre côté au ministre Charette. Donc, les 2 députés sont en copie conforme. Donc, les gens qui sont aussi au niveau des décisions du bureau local ici. Donc, nous, on fait part de nos propres préoccupations aussi. Donc, je sais que le maire de Chandler fait quand même certaines démarches de son côté. Donc, moi, j'ai mis dans cette tête-là que j'étais disponible, que je veux les rencontrer, que je veux savoir qu'est-ce qui se passe. Parce que c'est quand même 45% des interventions qui ont eu lieu par les agents sur notre territoire. Beaucoup de gens viennent ici à tous les ans pour la chasse, la pêche, pour la villégiature. Donc, on veut s'assurer que les gens qui viennent sur notre territoire aillent dans des lieux qui sont sécuritaires aussi. On veut s'assurer qu'il n'y ait pas trop de braconnage. On veut s'assurer qu'on puisse conserver nos ressources. Donc, c'est quelque chose qui est bon pour notre économie, qui est bon pour le tourisme aussi. Donc, oui, nous, on veut que le bureau demeure ouvert, puis on est ouvert à échanger avec les gens pour trouver les bonnes solutions. OK. 2 dernières sujets rapidement. Le budget du Québec sorti hier, il n'y avait rien pour le train. De toute façon, Québec avait déjà annoncé ses cartes qu'ils n'ont plus d'argent pour ça. Est-ce que vous êtes en faveur du train pour qu'il se rende au moins jusqu'à Gaspé? Bien, moi, c'est mon message que je mets depuis le tout début. Moi, ce que je désire, c'est que le projet initial ait lieu. Donc, on veut que le train se rende le plus rapidement possible jusqu'à Gaspé. Donc, on veut que le train passe sur notre territoire ici. Certaines démarches qui ont été faites avec les OGAD, par exemple, pour s'assurer que tout ce qui fonctionnait pas avec la distance avec le chemin de fer a été modifié. Donc, nous, ce qu'on veut, c'est que, oui, il y ait le chemin de fer qui se rend jusqu'à Gaspé, qui n'a pas d'impact sur l'ensemble de notre développement, mais c'est un outil qui va être bon pour le développement, pour le tourisme aussi, pour le déplacement. Donc, il se rend déjà jusqu'à Port-Daniel pour le moment. Donc, on veut continuer qu'il va être là pour l'ensemble de notre territoire puis qu'il va se rendre jusqu'à Gaspé aussi. Bon, donc on garde espoir. On garde espoir. Dernier sujet, c'est un sujet qui est off un peu, mais à BlueFM, on a sorti un dossier avec Emerson, c'est une entreprise qui est à Grande-Rivière, bien connue pour... Chandler. À Chandler. Excusez-moi, à Chandler, oui, qui a fait une sortie. Je trouve qu'elle était légitime, c'est pas que j'ai accepté d'entrevue. C'est que depuis, puis ça a été confirmé par la députation locale. Madame de Bonaventure a concédé que c'était un problème. Le député de Gaspé aussi appuie Emerson de Chandler. Parce qu'il y a des conférences de presse désormais qui doivent se tenir dans la région ou dans les régions du Québec, particulièrement celle du ou de la première ministre et de certains ministres. J'étais témoin de ça, j'ai vu ça, que c'était pas nos entreprises de son qui pluguaient la conférence de presse. Donc, j'ai accepté de faire ce dossier-là. Je vous sais vous aimez beaucoup la culture, c'est important, ça fait partie de notre industrie culturelle, les gars de son, hein? Oui, effectivement. Pas de gars de son, pas de show, on peut s'entendre là-dessus. Ouais. OK. Est-ce que vous serez prêt à faire des démarches auprès de Québec pour voir, particulièrement du côté de la culture ou de la ministre régionale responsable de la Gaspésie, pour qu'elle soit sensibilisée à ce dossier-là, parce que ça ne nous concerne pas juste nous, ça concerne l'ensemble des régions du Québec. D'ailleurs, Culture Gaspésie appuie Emerson. Est-ce que ça vous a sensibilisé, ça? Est-ce que c'est quelque chose qui vous interpelle? C'est sûr que dans un premier temps, avant de prendre une certaine position, je vois qu'on doit quand même prendre le temps de voir avec M. Rioux de quelle façon c'est quoi le projet. Est-ce que moi, je vais avoir comme une rencontre avec lui aussi, avec le conseil, pour voir qu'est-ce qu'on peut faire pour pouvoir l'appuyer. Oui. Donc, oui, c'est quelque chose qui nous tient à cœur, l'ensemble de la culture, toutes les ressources sur notre territoire. Je ne peux pas vous dire qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui. On doit prendre le temps de bien faire les choses aussi. Donc, les rencontrer, voir avec le conseil quelle position qu'on va adopter aussi. Mais oui, sachez que c'est quelque chose que j'ai en tête et qui me préoccupe. Parfait. Les Jardins fleuris de Cap-d'Espoir et Pabot, l'endroit idéal pour découvrir l'univers des fleurs et du potager. Engrais de toutes sortes disponibles, contenant et tout le nécessaire pour réussir sa récolte ou son aménagement paysager. Découvrez notre nouveau site internet, lesjardinfleuris.ca, et visitez notre page Facebook pour connaître nos heures et jours d'ouverture. La qualité, la variété, les conseils judicieux, c'est au 1416 route 132 Cap-d'Espoir et au 14 route Hamilton-Pabot que vous trouverez satisfaction.
À la bijouterie Brigitte de Grande-Rivière, notre grande panoplie d'idées cadeaux pour toute la famille et notre vaste choix de bijoux pour elle et lui saura satisfaire à coup sûr l'être cher. Nous avons des produits de beauté, accessoires de décoration, montres solaires Seiko, les montres Bering au style moderne et au design innovateur, des perles et les diamants naturels de la collection Malo. Pour la qualité, les meilleures marques sur le marché, faites confiance à l'équipe de la bijouterie Brigitte de Grande-Rivière. Pourquoi Via Rail a-t-elle finalement changé son fusil d'épaule après 7 ans de refus systématique de revenir progressivement en Gaspésie? Diffusé sur le canal CPAC, cet extrait du Comité permanent des transports, de l'infrastructure et des collectivités offre un examen détaillé des politiques fédérales à travers les réunions de la Chambre des communes. Vous y entendrez notamment Micheline Saintonge, de la Coalition pour le retour des services d'un train de passagers en Gaspésie, et le député Alexis Deschênes, talonner le président par intérim de Via Rail, Mathieu Paquette, sur l'échéancier et les modalités techniques de ce retour historique. J'aimerais maintenant accueillir nos témoins. Dans un train de passagers en Gaspésie, Madame Micheline Saintonge, bienvenue à vous. And from Via Rail Canada Inc., we have Mathieu Paquette. Et de Via Rail Canada Inc., Mathieu Paquette, président-chef de direction par intérim, Graham Blackwell, vice-président, opération mécanique et gestion des actifs, bienvenue à vous, Marie-Flore Ducrot. Is that right? Vice-présidente, expérience client et opérations ferroviaires, et Denis Lavoie, chef de la direction affaires juridiques. Bienvenue à vous. Merci d'avoir pris le temps de témoigner aujourd'hui. Nous procéderons avec les déclarations liminaires. Une minute, s'il vous plaît. Oui. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, le train de passagers en Gaspésie, c'est une ligne de vie. Depuis 1902, le train de passagers qui relie la Gaspésie au reste du Canada est un transport collectif essentiel pour la région et jouit d'une notoriété au Canada et à l'étranger. À partir des années 80, le service se détériore continuellement et est finalement interrompu en 2013. La coalition demande au présent comité et au ministre des Transports de prendre action pour que cesse le manque de considération pour le vécu des voyageurs depuis les années 80. La coalition a des pistes de solutions qui pourraient améliorer le service dans tout l'Est du Canada. L'agonie des gares commence en 1982. Malgré 80 500 voyageurs en 84-85 sur le train de la Gaspésie, 7 gares ferment sans considération pour leur rôle social. Par exemple, la gare de Maria ferme même si elle dessert le seul hôpital de toute la baie des Chaleurs. Des fermetures suivent en 86, en 2000, en 2013, où il reste seulement 5 gares. En 90, Via passe de 7 allers-retours par semaine à 3 par semaine. L'achalandage diminue de moitié à 42 000. En février 2009, c'est un exemple, c'est un mois désastreux où seulement 5 trajets sur 12 se rendent à Gaspé. Les autres doivent tourner à New Carlisle, qui est à 175 km du terminus. Le 23, à 56 km de Montréal, les Gaspésiens doivent céder tous leurs wagons au train Océan, qui est le train Montréal-Halifax, et partir en autobus pour 862 km en pleine nuit. En 2013, Chaleur, qui était le nom du train de la Gaspésie, à moins de voitures-lits, pas de voitures-restaurants, ni panoramique, malgré qu'il y a eu environ 28 000 passagers en 2011. Les voyageurs se sentent humiliés et très peu considérés. Le 10 décembre 2011, les services sont suspendus à New Carlisle, de New Carlisle à Gaspé suite à des problèmes sur un pont. Le 23 décembre, à la réception du rapport sur l'état des structures, Via demande un autre rapport et interrompt le service à partir de Matapédia. La reprise partielle se fera après 5 mois. En 2013, le service cesse à l'est de Matapédia pour des problèmes au passage à niveau. Arrivé à Matapédia, le Chaleur est placé sur la voie d'évitement. Les voyageurs doivent récupérer leurs bagages par eux-mêmes et marcher sur les rails jusqu'à la gare. Ils sont laissés à eux-mêmes et se sentent méprisés. Il y avait une vingtaine de personnes, dont des enfants. Le 23 août, Via précise que le service reprendra entre Matapédia et New Carlisle dès qu'elle aura l'assurance que les voies seront à nouveau sécuritaires. À chaque rapport fourni, Via en demande un autre, même si les résultats sont concluants quant à la sécurité. Les exigences semblent plus élevées pour la Gaspésie que partout ailleurs au Canada.
Le gouvernement du Québec propose un plan pour réparer les voies de New Carlisle et VIA s'engage à revenir dès que les travaux seront réalisés. En 2017, malgré ces engagements, VIA refuse le retour progressif par manque de ressources. Dans l'Est du Canada, la situation actuelle, le train de la Gaspésie est absent. Au Bas-Saint-Laurent, il passe en plein milieu de la nuit et il arrive fréquemment en retard à Halifax. En 2025, tous les élus de la Gaspésie appuient le retour progressif. En janvier, une demande d'accès à l'information VIA nous apprend qu'en 2024, un minimum de 2643 voyageurs sont des Gaspésiens qui parcourent des centaines de kilomètres pour rejoindre une gare. Un rapport du Centre de santé montre qu'en 2024, plus de 10 000 personnes se déplacent hors de la région pour recevoir des soins spécialisés. Le train était le transport privilégié pour ce déplacement. Après 355 millions investis, les rails sont maintenant prêts jusqu'à Port-Daniel-Gascon. Malheureusement, à l'Assemblée annuelle 2025, plusieurs questions portent sur le retour progressif en Gaspésie. Le président, à ce moment-là, répond que c'est un problème logistique et qu'il ne veut pas ou ne peut pas faire marche arrière avec le train. On a déposé une pétition à la Chambre des communes qui récolte 3 437 signatures en 3 mois provenant de 9 provinces canadiennes et 46 personnes hors Canada. Depuis 40 ans, les voyageurs de la Gaspésie militent pour retrouver un service décent. Malgré une importante mobilisation, il n'y a pas d'engagement pour le retour progressif, même si VIA l'a offert jusqu'à New Carlisle en 2012 et 2013. Le 7 janvier dernier, le train de marchandises roule pour la première fois depuis 2011 jusqu'à Port-Daniel-Gascon. Mais où est le train de passagers? La Gaspésie a besoin d'un train de passagers répondant aux besoins régionaux. Nous voulons un trajet Montréal-Port-Daniel-Gascon maintenant et Montréal-Gaspé dans les plus brefs délais. Un train quotidien de jour qui arrête peu entre Montréal et Rivière-du-Loup, qui dessert le Bas-Saint-Laurent et la Gaspésie et permet à l'océan de faire moins d'arrêts dans les municipalités où il passe en pleine nuit. Si VIA, pour des raisons logistiques, ne peut offrir le service, nous voulons un budget protégé et un projet pilote dès ce printemps, car la Société de chemin de fer de la Gaspésie peut gérer le projet. Je vous remercie de votre attention. Merci à vous, Mme Saint-Onge. Prochainement, nous avons M. Paquette. M. Paquette, la parole est à vous. 5 minutes, s'il vous plaît. Merci. Mr. Chair, members of the... Monsieur le Président, membres du comité, merci de nous accueillir aujourd'hui. On m'a demandé d'assumer le rôle de président et chef de la direction par intérim de VIA Rail à un moment où la confiance envers le transport ferroviaire de passagers est mise à l'épreuve. Mon mandat est clair, améliorer la performance de nos trains, offrir un service sur lequel les gens peuvent compter et maintenir la confiance. Je suis ici pour faire preuve de transparence quant aux progrès réalisés et pour rendre des comptes sur les résultats. Cela signifie des trains qui partent à l'heure, un équipement qui fonctionne comme prévu et une attention respectueuse portée aux passagers, y compris lorsque les choses ne se déroulent pas comme prévu. Je suis accompagnée aujourd'hui de Marie-Fleur Ducrot, vice-présidente, expérience client, exploitation ferroviaire et du réseau, ainsi que Graham Blackwell, vice-président, opération mécanique et gestion des immobilisations, et Denis Lavoie, chef de la direction. Ensemble, nous sommes ici pour parler clairement de ce qui s'est passé le 10 décembre, de ce que nous faisons pour prévenir les incidents similaires et de la façon dont nous continuerons de gagner la confiance de nos clients. Le 10 décembre dernier n'est pas acceptable pour nous. Les passagers qui ont été touchés ont droit à des excuses sincères, ce que je tiens à leur exprimer. Je sais que ce comité a entendu des propos similaires de la part de mes prédécesseurs. Je comprends que la confiance soit mise à l'épreuve aujourd'hui. Nous tirons toujours des leçons à chaque fois qu'un incident se produit et nous renforçons notre cadre d'intervention d'urgence. Mais l'incident du train 669 démontre que ce n'est pas suffisant. Il faut faire plus qu'améliorer nos processus. Nous devrons livrer des résultats maintenant. Reliability is the foundation of trust. La fiabilité est le fondement de la confiance. C'est pourquoi assurer la fiabilité de notre service est ma priorité numéro 1, ainsi que la principale priorité de l'ensemble de notre équipe de direction. VIA Rail évolue dans un environnement complexe et certaines contraintes échappent à notre contrôle direct. Mais là où nous avons un contrôle, nous devons relever la barre et nous le ferons. À la suite de l'incident de décembre,
Nos attentes en matière de fiabilité de la flotte ont été exprimées très clairement à notre fournisseur Siemens. Des mesures à court terme ont été mises en place pour régler les problèmes immédiats et nous travaillons ensemble à l'élaboration d'améliorations à long terme. Je veux rappeler notre mandat de service public. Via Rail dessert des collectivités d'un océan à l'autre, autant les grands centres que les régions. La Gaspésie en est un exemple important. Notre intention d'y retourner n'a jamais changé et nous sommes ouverts à planifier un retour partiel, mais plusieurs conditions doivent encore être réunies pour y parvenir. Et c'est pourquoi je vais me rendre dans la région très prochainement afin d'échanger directement avec les collectivités concernées. In closing, En conclusion, je souhaite replacer l'incident du 10 décembre dans son contexte sans en minimiser l'importance de quelque façon que soit. Dans le seul corridor Québec-Windsor, Via Rail effectue plus de 19 000 départs par année et la majorité des trajets se déroulent sans incident. Ce qui s'est produit le 10 décembre exige une pleine reddition des comptes. Mon engagement est le suivant. Nous suivrons nos progrès à l'aide d'indicateurs de performance clairs. Nous entretiendrons un dialogue plus ouvert avec les communautés que nous desservons. Et nous ferons preuve de transparence envers les Canadiens quant aux progrès réalisés et aux domaines où nous devons nous améliorer. Notre devoir est maintenant simple, offrir un service sur lequel les gens peuvent compter et démontrer par des actions concrètes que nous méritons la confiance de nos clients. Merci de votre attention. Prochainement, nous avons M. Lauzon. À vous la parole. 6 minutes, s'il vous plaît. Merci, M. le Président. Merci aux témoins d'être là aujourd'hui. Je vais poser mes questions en français aujourd'hui. Je vais commencer avec nécessairement Mme Saint-Onge. Merci d'être là, du Québec. Très fier de votre région, une région que j'adore. Que j'ai l'occasion d'y aller assez souvent. Et puis, vous nous avez parlé surtout du bienfait d'ajouter une ligne par rapport aux soins de santé. Mais vous avez parlé peu de l'économie que ça peut créer. Pour y avoir été assez souvent, je peux vous dire que les taux d'occupation chez vous, c'est pas mal toujours plein dans la haute saison. Hein? C'est difficile d'avoir un hôtel déjà. Pensez-vous qu'un train pour le tourisme pourrait engorger davantage l'offre de services que vous avez? Bien, pas nécessairement, puisque ça existait avant. Donc, il y avait d'autres hôtels, il y avait d'autres structures. Là, c'est certain que le fait que le train de passagers ne revient plus, il y a beaucoup de gens qui ne peuvent plus venir en Gaspésie. On a aussi beaucoup de gens qui voyagent dans leur famille durant les périodes des fêtes, durant les périodes d'été. Donc, le train de passagers, il a toujours été jusqu'à 2013, vraiment faire partie de toute cette offre-là. Il y avait plusieurs programmes, des ententes de fait avec des agences de voyage de Montréal qui faisaient des tours du côté nord de la Gaspésie. Il y avait plein de choses qui roulaient autour du train de passagers. Et ces choses-là, ils ont tout arrêté. On n'a pas de taxi, mais on pourrait facilement avoir des taxis parce que là, il n'y a pas de demande. Là. Vous pensez que le retour d'un train de passagers pourrait augmenter l'offre de services, inviter des nouveaux commerces, inviter des nouveaux centres d'hébergement? Je pense qu'il ne faut pas juste penser à l'offre que vous avez maintenant. Non. Il faut penser à l'expansion que votre région peut avoir. Définitivement. D'autant plus que vous êtes touché par la pêche, vous êtes touché par des situations environnementales par rapport à ce qui est pêché aussi, qui est votre moteur économique. Donc, peut-être que ça viendra en aide. Là. Pouvez-vous nous en parler un petit peu? Comment est-ce qu'on pourrait développer davantage la région? Je vous dirais que c'est sûr que dans mon 5 minutes, mon document avait 15 pages au début. Là, il y en a 2. Donc, c'est ça. J'ai dû choisir les éléments que je ressortais, mais effectivement, on a besoin du train de passagers pour l'économie de la région dans tous les sens du terme. Il y a des gens qui pourraient venir travailler comme consultants sur des entreprises bien spécifiques. Il y a des gens qui partent de la Gaspésie pour aller faire des contrats à l'extérieur, mais qui sont désavantagés parce qu'ils doivent voyager 2 jours pour se rendre, rencontrer leurs clients et tout ça.
toute l'économie de la Gaspésie, le train de passagers a un impact super important. Et que ce soit, on parle beaucoup du transport de marchandises, puis oui, c'est super important, mais c'est des gens qui travaillent dans les entreprises. Et juste un exemple, l'année passée, les employés de la cimenterie à Port-Daniel-Gascon, ils étaient sur le bord de faire une grève parce qu'ils voulaient trouver un moyen de transport pour pouvoir aller voir leur famille. Parce que quand le fait que le train n'est pas là, la Gaspésie est comme enclavée. Ça prend absolument une voiture. C'est des longs trajets. Moi, je suis dans la baie des Chaleurs, mais les gens de Gaspé, là, c'est 3 heures pour se rendre dans la baie des Chaleurs. Donc, se rendre à Montréal, c'est énorme. Avec des jeunes familles, tous les strates de la population gaspésienne ont besoin du train de passagers. Monsieur Paquette, vous avez mentionné l'intention de retourner en Gaspésie. On a entendu les contraintes de Mme Saint-Onge. Ma question est simple. Quelles sont les conditions concrètes qu'on pourrait remplir pour retourner un train en Gaspésie? Vous avez l'opportunité de nous en parler. Merci pour votre question. Permettez-moi tout d'abord de dire que lorsque Via Rail a mis fin à ses services en 2013, c'est pas une décision qui a été prise à la légère et de gaieté de cœur. On l'a fait en raison des conditions de l'infrastructure à l'époque, et Via Rail s'était toujours engagé à revenir une fois que la voie serait reconstruite. On a pris connaissance de la décision du gouvernement du Québec de mettre fin à la reconstruction de la voie d'un 3e segment situé entre Port-Daniel-Gascon et Gaspé. Ce qui nous a forcé à retourner à notre planche à dessin. L'environnement du rail passager, c'est un écosystème qui est relativement complexe. L'expérience à bord de nos passagers ne commence pas lorsqu'ils montent à bord d'un train ou se termine lorsqu'ils en descendent. Donc, on doit s'assurer d'une part de la qualité de l'infrastructure. Dans ce cas-ci, on comprend très bien que la voie vient tout juste d'être reconstruite. Maintenant, on va se rendre prochainement en Gaspésie pour voir l'état des quais, des plateformes que les passagers doivent utiliser pour monter à bord ou descendre d'un train. Également, les conditions des gares. L'infrastructure, les gares ne nous appartiennent pas. Elles appartiennent à la Société ferroviaire de la Gaspésie. Donc, on doit sécuriser les ententes d'une part pour l'utilisation des voies, mais également l'utilisation des gares. On ne peut pas débarquer ou faire descendre les passagers en plein hiver et les laisser comme ça. Donc, plusieurs éléments qu'on doit attacher, mais comme je vous dis, on est sérieusement actuellement à notre planche à dessin pour évaluer un retour. J'ai lu, rapidement, pour quelques secondes, j'ai lu dans le rapport, effectivement, des chiffres de 2004 à la fermeture à 2013. Il y a eu une baisse considérable d'utilisation des trains. À quoi on explique ça? Ça peut être Mme Saint-Onge, M. Paquette, ou... C'est plus... Peut-être plus M. Paquette. Je pense qu'une partie... Oui, je pense qu'une partie qui expliquait la baisse du nombre de passagers était probablement liée, entre autres, à la qualité de l'infrastructure, ce qui faisait en sorte que les temps de parcours étaient rallongés. L'expérience était moins bonne et connexion avec le train Océan, auquel le train de la Gaspésie s'attachait, ça compliquait les choses. Merci beaucoup, Mme Saint-Onge. Je vous offre mes services pour aller visiter là-bas pour aller avoir une meilleure idée pour apporter ça au comité. Ça me va faire plaisir d'y aller. OK, merci. Merci, M. Lauzon. Prochainement, nous aurons M. Deschênes. M. Deschênes, la parole est à vous. 6 minutes, s'il vous plaît. Merci, M. le Président. Bonjour à tous. Merci de votre accueil ici au Comité des transports. D'abord, merci à Mme Saint-Onge de ma circonscription de la Baie des Chaleurs et de sa présentation et de sa défense ardente pour le retour d'un train de passagers en Gaspésie. Monsieur Paquette, des questions pour vous. Donc, depuis le 7 janvier dernier, les trains peuvent de nouveau circuler entre Matapédia jusqu'à Port-Daniel. Est-ce que Via Rail va reprendre le service de façon partielle entre Matapédia et Port-Daniel? Merci pour votre question. Comme je l'ai dit d'entrée de jeu, notre volonté à retourner en Gaspésie a toujours été là. Elle n'a pas changé. Nous sommes présentement à étudier un retour progressif et partiel du service en Gaspésie. La volonté y est. On se doit de faire en sorte d'évaluer, comme je vous dis, l'ensemble de l'écosystème qui se rattache au rail passager. Ça va beaucoup plus loin que simplement faire circuler un train. Donc, je vais me rendre prochainement en Gaspésie. Je vais rencontrer les communautés concernées et les MRC de la région pour bien comprendre l'ensemble puis bien attacher le tout. Et si, comme je le dis, on peut arriver. Pour moi, la priorité, c'est la journée qu'on va réintroduire un service. J'ai aucun doute qu'on va le faire. On doit le faire de façon efficace et sécuritaire. Vous n'avez aucun doute, donc, qu'on va pouvoir rétablir un service entre Matapédia et Port-Daniel? Je vous dis,
Encore une fois, quels seront les arrêts, tout ça, ça reste à déterminer. Bien sûr. Mais nous sommes présentement à étudier le tout. Est-ce que si on pourrait parler d'un service qui s'arrêterait à New Carlisle, par exemple, où se situe, entre autres, notamment ce qu'on appelle un Y pour pouvoir retourner un train. Il y a différents éléments qu'on regarde actuellement. Et je suis heureux de vous entendre parce que ma perspective sur ce qui était la position de Via Rail dans le passé n'est pas tout à fait la même que vous, mais à la limite, c'est pas très important. En parlons d'avenir. Mais donc là, ce que je comprends, c'est qu'un retour partiel, c'est votre intention que ça ait lieu, c'est bien ça? Donc, c'est votre volonté comme PDG intérimaire de Via Rail que le service partiel revient là, jusqu'à Port-Daniel, si possible. Oui, puis comme je le dis, encore une fois, l'infrastructure ne nous appartient pas. Donc, il y a différentes. La volonté y est, mais il faut sécuriser notamment l'utilisation des rails avec le gouvernement du Québec, l'utilisation des gares, des plateformes. Et, encore une fois, ce qu'on veut offrir toujours à tous les passagers chez Via Rail, c'est une expérience porte à porte. Donc, si par exemple, le train se rendrait à New Carlisle, on voudrait avoir des ententes potentiellement avec des compagnies d'autobus régionales qui feraient en sorte que les passagers qui veulent continuer leur route vers Gaspé, Percé, puissent utiliser ces services. Et donc, on parle de New Carlisle, mais un retour jusqu'à Port-Daniel, est-ce que ça fait quand même partie de ce que vous évaluez? Écoutez, on regarde tout actuellement. Mais encore une fois, comme je vous dis, il y a plusieurs éléments qu'il faut considérer. Donc, je ne peux pas m'engager spécifiquement. On peut retenir aujourd'hui que vous êtes à la tête de Via Rail et le message que vous envoyez à l'ensemble des employés de la société d'État, c'est on revient en Gaspésie. Et maintenant, donc, quelles sont les actions qui seront prises? Parce que en Gaspésie, puis je pense que Mme Saint-Onge l'a bien évoqué, c'est réclamé depuis longtemps. Donc, je pense qu'on va accueillir très positivement là, ce que vous nous dites aujourd'hui. Mais il y aura peut-être un peu de suspicion. Là. Comment est-ce qu'on peut rassurer les Gaspésiens que vous allez prendre des actions pour que le retour se fasse? Premièrement, permettez-moi de dire qu'on entend les gens de la Gaspésie. On dit souvent chez Via Rail que c'était l'un des plus beaux parcours. Donc, la volonté d'y retourner est là. On a des gens qui travaillent actuellement, qui sont à leur planche à dessin. Je vais me rendre prochainement. Je vais aller rencontrer les différents intervenants régionaux. Et notre but, c'est d'avoir un dialogue constant, soit avec la coalition, avec vous, avec les gens là-bas, pour les tenir au courant de la progression de nos travaux. Donc, à l'intérieur de Via Rail, il y a des gens qui sont en train de regarder les différents scénarios. Si on parlait le matériel roulant, par exemple, est-ce que présentement, il y a du matériel roulant au sein de Via Rail là, qui permettrait de reprendre le service de façon partielle? La réponse est oui. Est-ce que ce serait exactement le même type de service qu'on offrait auparavant? Ça, je ne peux pas confirmer actuellement, mais oui. Et donc... quelles sont les différentes options que vous envisagez comme retour de service? Oui, encore une fois, comme je vous dis, on est à la planche à dessin. Il y a différents éléments qu'on regarde. Donc, avant, on offrait un service entre Matapédia et Gaspé, service qui se connectait au train Océan. Est-ce que ce serait le même type de service? C'est définitivement une option. Est-ce que ça pourrait être un service quotidien entre peut-être la Ville de Québec ou la Gaspésie? Il y a différents éléments, mais encore une fois, il y a plusieurs choses. Et donc, une des options, ça pourrait aussi être, par exemple, un train de jour là, qui ferait, par exemple, Port-Daniel ou New Carlisle jusqu'à Québec. Ça fait partie des plans. Ça pourrait être une option, effectivement. Encore une fois, on possède seulement 3 % de l'infrastructure sur laquelle on circule. Donc, tout ça est tributaire d'avoir une entente avec les propriétaires d'infrastructures pour nous laisser circuler. Et donc, lors de votre visite prochaine, puis vous serez le bienvenu à Gaspésie, M. Paquette, puis Micheline et moi, on sera là pour vous accueillir, puis M. Dubé de la Société de chemin de fer également. Vous voulez, entre autres, observer l'état des gares également. C'est important de le faire. Comme je le dis, le rail passager, c'est un écosystème qui est plus complexe que ça en a l'air. Donc, pour nous, la sécurité des passagers, leur bien-être, ça commence pas simplement au moment où ils montent à bord ou qu'ils en descendent. Donc, on a fait référence à des conditions hivernales. On ne peut pas laisser des passagers sur un quai dans des conditions de tempête hivernale ou de température extrême. On a, M. Paquette, je comprends que vous ne pouvez pas donner de date, je ne vous demanderai pas ça, mais quel horizon là, on a devant nous pour espérer le premier train de Via Rail là, de retour sur le rail gaspésien? Encore une fois, je ne peux pas me prononcer. La volonté est là. On est dans notre planche à dessin, on va vous tenir au courant. Mais... Merci, M. Paquette, et merci, M. Deschênes.
Vous recherchez une expérience d'hébergement en Gaspésie alliant un site exceptionnel avec la découverte d'un menu culinaire du terroir gaspésien? C'est ce que vous offre le motel Fraser de Chandler et le restaurant Le Sieur de Pabot. Utilisez notre borne automatisée lors de votre séjour, réservez une table, découvrez notre menu ou commandez votre repas directement sur notre site web. Pour un séjour inoubliable, le motel Fraser, un incontournable en Gaspésie. L'endroit idéal pour retrouver des cadeaux avec style et originalité, la bijouterie Dubé de Grande-Rivière. Découvrez notre collection exclusive, Pandora, qui évoque style et grand choix de configuration, et notre grand choix de montres et bijoux de grande marque qui saura satisfaire à tout coup l'être cher. Pour des conseils judicieux, faites confiance à l'équipe de la bijouterie Dubé de Grande-Rivière. Dans un contexte où l'inflation et le coût de la vie pèsent de plus en plus sur le parcours scolaire, comment les institutions locales peuvent-elles soutenir concrètement la relève gaspésienne ? Au-delà du simple coup de pouce financier, le programme de bourse de Desjardins se veut une reconnaissance de l'engagement des étudiants, favorisant ainsi la persévérance scolaire et le développement de notre région. On discute des modalités d'inscription et de l'impact de cet investissement coopératif avec Stéphanie Langlois, conseillère aux communications et vie associative de la Caisse populaire du Centre-Sud gaspésien. Il y a la partie des bourses qu'on va parler plus en détail, mais j'aurais parlé un petit peu de l'importance du soutien justement qu'il y a entre la Caisse puis ses membres, et je me demandais que la situation économique aujourd'hui va comme on le sait tous, là c'est un peu difficile avec l'inflation, la difficulté des fois de se loger, d'avoir du soutien financier, tout ça. Donc ma première question serait justement quel rôle joue là-dedans et comment la Caisse peut aider. On va parler de la réalité d'un étudiant d'aujourd'hui, par exemple, si on le compare à quelques années, bien sûr, parce que là, c'était basé là-dessus. Oui, bien c'est sûr qu'avec l'augmentation du coût de la vie, l'appui financier de Desjardins, ça devient plus déterminant qu'avant. C'est sûr que les bourses permettent de réduire la pression financière dans le parcours scolaire d'un étudiant. Puis aussi, ça leur permet d'assumer les dépenses essentielles, de pouvoir concilier aussi le travail avec les obligations puis leurs études. C'est sûr que c'est un appui qui est quand même vraiment important là, pour la poursuite de leurs études. Ça peut faire une grande différence. D'accord. Donc c'est là, ça répond un peu à ma deuxième question, mais je sais qu'il y a un impact, j'imagine, quand on s'attarde pas forcément sur le montant d'un chèque, mais au-delà, c'est quand même un message que la Caisse envoie, non, j'imagine, à la collectivité quand vous choisissez d'aider quelqu'un. Oui, une bourse, c'est sûr que c'est pour reconnaître l'engagement d'un étudiant dans tout son parcours scolaire. C'est un geste qui illustre là, l'importance de notre organisation à la formation et à la réussite de nos jeunes. C'est une façon de souligner aussi que leur cheminement est pris au sérieux, puis que ça les aide à terminer leur parcours scolaire sans avoir de pression financière et les terminer dans de bonnes conditions. Puis j'imagine que ça doit jouer un peu avec la rétention, parce qu'on parle souvent des jeunes, des fois, qui vont devoir partir ou bien quitter la région, ou la possibilité peut-être de rester, faire des études sur place. J'imagine ce genre d'appui, ça doit contribuer un peu à ça. Oui, c'est sûr, ça démontre que la région a investi de manière concrète dans la relève. Puis en investissant dans leur formation, dans le fond, on soutient le parcours individuel et aussi le développement de la région. D'accord. Puis en terminant sur ce sujet plus de fond, peut-être avant qu'on aille sur le côté pratique, est-ce que, comme je sais que comme Desjardins, c'est une coopérative, en quoi le fait de réinvestir en partie les surplus dans l'éducation, est-ce que ça, j'imagine, ça illustre un peu la différence qu'on a avec les banques un peu traditionnelles? Oui, c'est sûr que la différence là, d'une coopérative, c'est qu'ils réinvestissent une part des excédents dans la communauté. Pour Desjardins, c'est une façon d'être présent auprès des membres et auprès de la collectivité aussi. L'éducation, ça fait quand même partie de nos priorités d'investissement. C'est un engagement qui découle de nos valeurs coopératives, soit soutenir le milieu et encourager la relève. C'est ce qui nous distingue là, vraiment du modèle des banques. D'accord.
Là, on va aller dans le pratico-pratique pour justement, je sais qu'en plus la date limite, c'est le 31 mars, si je ne me trompe pas. Pour les gens qui nous écoutent, en tout cas les étudiants ou les parents qui ont des étudiants à la maison aussi, de la région, comment, si tu peux nous expliquer un peu le fonctionnement, le programme cette année, et puis c'est quoi l'enveloppe globale qui sera partagée? Dans le fond, l'inscription, c'est du 1er au 31 mars chaque année. Les étudiants, il faut qu'ils créent leur profil sur la plateforme de bourse. Et dans le fond, avec ça, ils peuvent accéder au programme de bourse de la Fondation Desjardins et de la Caisse. Le programme de la Fondation, c'est déterminé par un jury. Puis celui-là des Caisses, c'est déterminé par tirage au sort. Dans les questions qu'il y a dans le formulaire, on parle de leurs besoins financiers. On parle aussi de leur implication dans la communauté ou à l'école. C'est vraiment un portrait global de la personne. Dans le fond, le montant global n'est pas connu cette année, mais l'année dernière, c'est 6,5 millions qui a été remis auprès des jeunes du Québec et de l'Ontario. D'accord. Et est-ce que ça s'adresse un peu à tout le monde? Parce que le mot étudiant, c'est très large. Alors, je me demandais, ça veut dire quoi étudiant pour vous? Et est-ce que ça s'adresse à qui, ces bourses-là? Dans le fond, dans les critères d'admissibilité, il faut qu'ils soient inscrits à l'automne dans un programme, soit en formation professionnelle, au collégial ou universitaire. Dans le fond, là, tous les critères d'admissibilité sont sur le site de programme de bourse au www.desjardins/bourse. OK. Et puis j'avais vu en faisant le parcours justement que est-ce que ça a toujours été comme ça de simplifier le processus là de candidature, ou est-ce que c'est quelque chose qui est nouveau? Parce que je comprends qu'en faisant un formulaire, ou peut-être que je me trompe, là tu me diras, mais ils peuvent appliquer à une bourse locale ou à une bourse provinciale. Est-ce que c'est ça? Il y a différents types de bourses? C'est sûr qu'au niveau de la bourse provinciale, c'est la bourse de la Fondation qui est évaluée par un jury. C'est vraiment là, au niveau de la province. Puis sinon, pour notre caisse à nous, pour la caisse du Centre-Sud gaspésien, c'est déterminé par tirage au sort. C'est tiré là, pendant une vidéo qu'on publie sur Facebook au mois d'octobre, à la fin de la semaine de la coopération. Donc, quand on remplit un formulaire, ça nous fait... Enfin, c'est le même formulaire, oui. Il va tomber dans les deux catégories, puis ça va être un peu choisi d'un côté par un jury ou bien tiré au sort de l'autre côté? Oui, c'est le même formulaire pour les deux programmes de bourse. D'accord. Alors, pour terminer, dans le fond, la porte d'entrée tu parlais donc il y a un site pour faire le formulaire. Ça se passe où exactement? Où est-ce qu'on peut trouver ce lien-là? Sur desjardins.com. Dans le fond, le site là, c'est www.desjardins.com /bourse avec un S. D'accord. Et j'imagine si on a des questions, si on est à la caisse, on peut quand même demander à quelqu'un. Oui, il n'y a pas de problème. Là. D'accord. La personne peut communiquer avec moi, puis je vais les aider là, pour remplir le formulaire. Merci beaucoup, Stéphanie, pour ton temps. Merci. Marché Richelieu de Cap-d'Espoir, l'endroit où faire son épicerie devient un plaisir à découvrir et à partager. Venez déguster nos produits du terroir gaspésien et nos spécialités cuisinées ici même, la cuisine de notre chef Nicolas. Que ce soit pour le prêt-à-manger ou un dessert fait maison, pour des produits frais, de la bonne bière gaspésienne ou simplement pour le plein d'essence, rendez-vous au marché Nicolas de Cap-d'Espoir. Venez visiter la boutique Ariane Turbide et découvrez un univers de cadeaux à offrir à l'être cher. Notre grande gamme de choix de bijoux pour aller lui vous permettra à coup sûr de personnaliser chacun de vos cadeaux. Bijoux en or, en argent, montres et accessoires de toutes sortes et des cadeaux pour les jeunes et moins jeunes. Venez découvrir nos exclusivités en boutique. L'équipe de la boutique Ariane Turbide se fera un grand plaisir de vous servir et vous conseiller judicieusement. Es-tu capable de te livrer, Joe? Étant donné que j'ai une grande gueule, j'ai dit oui. J'ai hésité sur le coup, là. J'ai répondu à l'équipe, oui, OK, attends. J'ai souvent effleuré le sujet, mais j'ai pas été dedans. Le monde ne savent pas pourquoi je m'implique. Aujourd'hui, c'est toi qui prends le rôle de l'animateur. Fait que j'anime pas mon propre balado. Si je peux aider quelqu'un, je vais le faire parce que moi, on m'a aidé. Quand moi, je l'ai pas. Quand moi, je voulais m'enlever la vie, on m'a aidé. Puis si je veux que ça change,
puis que mes fils grandissent dans un monde dans lequel les hommes peuvent s'aider, se mettre la main sur l'épaule sans avoir de honte ou aller chercher de l'aide. Ça prend du monde qui vont aller de l'avant puis parler. Comment une simple question comme « ça va-tu » peut-elle devenir un outil puissant pour prévenir le suicide et briser l'isolement ? À travers son balado produit avec l'Association québécoise de prévention du suicide, notre invité explore la vulnérabilité humaine en recueillant les confidences d'artistes et d'athlètes qui, comme lui, ont été touchés de près ou de loin par la détresse. On plonge dans les coulisses de cette mission personnelle visant à déstigmatiser la santé mentale et à réduire les statistiques tragiques au Québec avec l'humoriste, comédien et animateur Jonathan Roberge. Bonjour. Bonjour Jonathan, comment vas-tu? Ça va bien, toi? Très très bien, merci. Alors, en tout cas, merci de prendre un peu de ton temps pour répondre à nos questions. Ah ben ça fait plaisir. Merci à vous de l'intérêt, Marc. C'est un peu l'intervieweur interviewé, là. Je sais que d'habitude, tu es un peu à ma place et on va prendre le temps de parler de tes capsules. Je sais que tu as déjà pris ce rôle-là justement dans la série, la nouvelle saison. Écoute, on pourrait commencer simplement. Déjà, comment ça va? Ça va-tu? Ça va rock'n'roll depuis quelques mois. Tu sais, mon fils, moi, je l'ai ouvertement dit, il a un cancer du cerveau. C'est un gros combat pour toute la famille. Hein. Il y a la personne qui est malade, mais il y a tous les gens qui l'appuient. Donc, c'est difficile de dire ça va bien quand tu as quelqu'un qui a un cancer à la maison. Ouais. Donc, ça va comme ça peut aller. Tu sais, je veux dire, ça pourrait aller pire, ça pourrait aller mieux. Et ça va un jour à la fois. Et ça va-tu, c'est le nom de votre balado, justement, organisé avec la QPS. Et je me demandais, on va inviter bien sûr les gens à aller les voir. Je ne vais pas spoiler les choses, mais on peut en parler quand même un peu. Dans le fond, pourquoi as-tu décidé de reprendre cette saison 2? Avais-tu, j'imagine, bien apprécié ta première expérience? J'avais adoré l'impact que ça a eu. Faire le balado, c'est agréable, mais voir l'impact que ça a sur les gens, les messages qu'on reçoit, j'ai réalisé en travaillant avec la QPS que peut-être que je m'étais gouré de métier, moi, dans la vie. Je crois que j'aurais voulu travailler dans la relation d'aide. Je réalise que je veux aider le plus de gens possible. C'est quelque chose qui me stimule. Et le balado, avec les conférences que j'ai faites dans ma vie, je pense que c'est les choses que j'ai faites qui aidaient le plus. Et j'avais l'impression que ça avait un impact réel chez les gens, que c'était tangible. Donc, je voudrais jamais qu'il arrête ce balado-là. Et alors, comment ça se passe un peu dans les coulisses? Parce que je sais que le choisir des intervenants comme ça, c'est quand même, t'as une série qui est assez limitée dans la quantité, mais puis l'idée, c'est de faire rebondir un peu des témoignages à travers toi, et puis dans le fond, et d'avoir choisi ces personnes-là en particulier. Tu pourrais peut-être aussi les citer, c'est les personnes qui sont passées à travers ton micro. J'en ai eu Jean-François Mercier, Michel Bambara, Sylvie Fréchette, Marie-Pierre Roule, pour nommer que ces gens-là. Honnêtement, on pourrait en faire beaucoup plus de balados. Je croyais que ça allait être difficile de trouver des intervenants avec ce type de sujet-là, et j'ai réalisé que c'est pas le sujet qui freine, c'est les horaires de travail. Ah oui, carrément. C'est vrai qu'on pourrait avoir tendance à penser qu'on n'oserait pas trop se mettre sur la place publique pour parler de quelque chose qui peut, justement... Je sais que c'est le rôle de la QPS de ne pas le rendre tabou, mais ça reste quand même dans notre société quelque chose qui peut être difficile à partager. Exactement. Je veux dire, on parle pas d'une anecdote de voyage, où là, tout le monde en a. Mais tu te rends compte que tout le monde a des enjeux dans sa famille ou des collègues de travail, de santé mentale, des enjeux en lien avec le suicide, que ce soit des idées noires, que ce soit des idées suicidaires, des tentatives de suicide. On connaît tous quelqu'un de près ou de loin qui s'est enlevé la vie. Donc, c'est pour ça que j'ai réalisé, je croyais que ça allait être difficile, moi, trouver des gens. Et j'ai réalisé une fois la première saison faite, et là, on s'est assis, on a commencé à faire des remue-ménages de OK, qui on peut inviter? Hey, j'ai su que lui a perdu son cousin, lui a perdu son frère, lui a perdu... Et là, je me réalisé, OK, mon Dieu, j'en connais donc bien des gens qui ont été touchés par le suicide de près ou de loin, et que tout le monde le vit différemment, et tout le monde peut amener de l'eau au moulin à déstigmatiser
ce sujet-là, en venant témoigner, en venant parler. Parce que le but, c'est qu'on puisse en discuter. C'est ouvrons le dialogue parce que c'est par là que tout passe. Hein? Et de ne pas avoir honte. Et je me dis que si je demande aux gens de ne pas avoir honte, ben, il faut que je le fasse moi aussi. Donc, c'était ça mon mot avec. C'était ça aussi qu'on s'était dit avec l'équipe de l'OQPS. Si on demande à des gens de se confier, mais il faut que tu te confies aussi en échange. Je peux pas juste être le gars qui demande hey, ouvre-toi puis ne pas m'ouvrir. Donc, j'essaie de trouver cet équilibre-là comme intervieweur. Comparativement à un balado où je ferais juste poser des questions et laisser ça comme rouler. Là, c'est de pouvoir venir valider ce que certains disent parce que j'ai perdu des gens par le suicide. J'ai eu moi-même des idées noires. Donc, c'est de pouvoir trouver ce pont-là entre chaque individu que je reçois pour que monsieur et madame tout le monde qui l'écoute dans sa voiture, au travail, en faisant du jogging, au gym, dans son lit parce qu'il va pas bien, qu'ils puissent se reconnaître, tu sais. Et comment ça a été pour toi, justement, parce qu'effectivement, j'invite les gens à écouter la capsule, entre autres, où c'est toi qui prends la place, et c'est Hugo Fournier, le PDG d'AQPS, qui t'interviewe un peu, et de t'ouvrir, justement. Alors, comme tu dis, d'habitude, tu fais ouvrir un peu les autres. C'est niaiseux ce que je veux dire, mais je croyais que ça allait être facile, vu que je l'avais déjà fait plein de fois. Mais Hugo, comme tu l'as dit, c'est le PDG de l'OQPS. C'est le gars qui est à la tête de l'OQPS. C'est un gars qui a été sur le terrain, qui est en intervention. C'est quelqu'un qui connaît le sujet et qui sait comment l'aborder. Et comparativement à quand moi, je contrôle le narratif, là, je me faisais emmener dans des endroits où c'est rare que je suis décontenancé. Puis à un moment donné, je me disais, ah mon Dieu, OK, ça vient jouer dans quelque chose qui me... Aïe, je pensais pas être fragile comme ça encore sur ce sujet-là. Ça a été déstabilisant. Ce serait le bon mot. Parce que je pensais être en contrôle. Et à un moment donné, je me rappelle exactement que je suis assis et je regarde même pas Hugo dans les yeux. Puis je suis en train de me dire, aïe, j'ai de la misère à le regarder dans les yeux. Hey, j'ai l'impression que mes épaules sont tombées. J'ai l'impression de ne plus être l'animateur. Hey, wow, ressaisis-toi, puis va au bat, tu sais. Mais j'avais de la difficulté, puis j'essayais que ça paraisse pas. Je me disais, c'est important, je suis leur porte-parole, il faut que j'ai l'air droit. Mais c'est ultra confrontant de pas avoir le lead du narratif, de comment tu vends, pas que tu vends, c'est pas le bon mot, de la façon dont la manière dont tu racontes ton histoire. Lorsque quelqu'un te pose une question, ben là, t'as pas pu faire la prémisse que tu voulais pour pouvoir amener ton sujet ou sans trop que ça te touche. Tu comprends ce que je veux dire, hein? Marc, si tu me poses une question directe versus je t'ai parlé de ça, je sais comment contourner ce qui me challenge. Donc, j'ai trouvé ça plus difficile que je pensais. Ouais. C'est pas un épisode que je vais regarder. Pour être 100% transparent avec toi. J'ai de la difficulté à me regarder à la base, comme beaucoup d'artistes. Là. J'aime pas entendre ma voix, j'aime pas me voir, je suis dans la critique. Mais ça, j'ai pas envie de me voir vulnérable comme ça. Je veux que les gens le voient, mais moi, j'ai pas envie de me regarder comme ça. C'est intéressant parce qu'il y a ces deux facettes où la fameuse question « ça va-tu ?» Puis c'est que la QPS qui nous pousse à poser ces questions-là, des fois avec notre entourage. Puis on est très habitué à dire « tu l'as dit juste en début d'entrevue ». Tu peux dire « ça va, mais c'est pas facile des fois ». Mais c'est la première chose qu'on a le réflexe de dire « ça va bien ». Mais au fait, des fois, si on réfléchit un petit peu, peut-être que ça va pas. Et quand tu écoutes des gens dans tes capsules et aussi dans ta vie ordinaire te parler des choses difficiles, parce que c'est dur de parler de soi aussi, mais de recevoir des choses difficiles des autres. J'imagine il y a aussi toute une gestion différente, mais il y a une gestion émotive à faire un peu avec ça. Ce qui est difficile, c'est de... Je suis vraiment un gros sensible dans la vie. Tu sais, je suis une éponge. J'ai tendance à tout le temps vivre. Je sais pas si compassion est assez fort. Si quelqu'un pleure, j'ai envie de pleurer avec. Tu sais, je suis vraiment quelqu'un comme ça. Tu sais, je suis comme Et j'aurais aimé faire l'exercice qu'on a fait à la saison 2, d'être interviewé, de l'avoir fait au tout début. Il y a certaines questions que je poserais peut-être différemment maintenant. Oui. Je me rappelle de Marie-Pierre où
il y a des choses qu'elle nous a confiées. Marie-Pierre Houle, boxeuse professionnelle, qui est venue discuter du suicide de son père. Ça m'a tellement brassé, et là, je sais que je pourrais. C'est comme je pourrais pas le refaire de la même façon. En tant que personne qui a vu. Maintenant, mon choix de mots va être différent si on en fait d'autres. Ma façon d'aborder le sujet serait différente. Je comprends mieux maintenant comment. Et puis pourtant, j'ai parlé 1000 fois de la santé mentale puis du suicide. Mais j'avais sous-estimé combien ça pouvait être difficile de venir s'ouvrir à ce point. Moi, je voyais toujours la mission, hey, on va aider des gens. JF Mercier qui s'est ouvert d'une manière dans la saison 1, c'est si beau. Et je me rappelle repartir et pleurer dans ma voiture parce que ce que JF a dit, je me suis reconnu, tu sais. Bref, ma façon ne serait pas la même d'aborder certains sujets. Et comment tu décrirais un peu la volonté de la QPS, puis de même toi aussi, ça peut être aussi une démarche un peu différente, mais personnelle, mais de ces capsules-là, quand tu les offres au public, je comprends qu'il y a une côté de vouloir démystifier, on partage des expériences, et dans le fond, au final de tout ça, là, c'est le but. Pour moi, le balado, c'est l'épaule à la roue. C'est une seule épaule sur une énorme roue où tout le monde pousse en même temps. Pour moi, j'ai un projet dans ma tête avec l'OQPS. C'est vraiment de réduire le nombre de suicides par jour. J'ai une mission de vie qui est de donner de l'espoir aux gens, de leur dire que peu importe combien c'est laid, la vie, c'est tellement beau, puis c'est tellement un cadeau qu'on a. Le balado fait partie d'un grand projet pour moi. Et l'OQPS veut, et moi, on veut démystifier, bien entendu, on veut détabouiser, comme je m'amuse à le dire. Mais j'en fais vraiment une mission personnelle, et le balado est une chose parmi tant d'autres. T'sais. Je veux que les gens, à la fin du balado, se posent la question, est-ce que ça va pour de vrai? Parce que tout passe par ça. Est-ce que je vais bien pour de vrai? Est-ce que j'ai besoin d'aller chercher de l'aide? Est-ce que j'ai besoin d'aider quelqu'un? Je reçois des tonnes de messages ces temps-ci qui me rappellent à quel point est-ce que ce balado-là est utile et a sa place. On vit dans une drôle de période, je pense que tu vas être d'accord avec moi, là, Marc. Là, oui. Planétairement, depuis 5 ans, c'est weird, hein? C'est pas facile pour personne. On sortait à peine de la pandémie, c'était déjà weird, alors Ouais, je pense que c'était comme la première, le premier coup de vent dans le voile qui nous a envoyé dans une drôle de direction, là. Puis depuis ce temps-là, on dirait que économiquement, politiquement, je sais pas, il y a quelque chose qui se passe de weird, puis qu'un jour on va le regarder, puis faire, hey, te rappelles-tu ce 5, 7, 8 ans-là qu'on a galéré économiquement et émotivement? Qu'est-ce qu'on a fait pour s'entraider entre nous, tu sais? Et moi, je veux que ma mission avec l'OQPS, ça soit, hey, on a vraiment voulu aider le monde pendant que c'est difficile, c'est. C'est intéressant ce que tu soulèves. Ce que ça me fait penser, c'est un peu comme si on avait une plus grande responsabilité collective parce que ça va pas bien dans le monde de demander à son voisin ou ses proches comme ça va-tu. Je pense que l'amour est la solution à beaucoup de choses. C'est pas à tout, hein? Avec beaucoup d'amour et de compassion et d'écoute, on peut vraiment changer le monde. Moi, j'y crois. Je fais partie de ces naïfs-là. Traitez-moi de naïf si vous voulez, mais moi, je pense qu'en prenant soin d'une personne à côté de soi ou même d'un inconnu, on peut vraiment faire en sorte que le monde dans lequel on vit est plus agréable pour tout le monde, pour nos enfants, Et ce balado-là reste un petit podcast parmi tant d'autres, mais j'ai la volonté et la prétention de croire qu'il peut vraiment avoir un impact. Et comme je dis, c'est la 3e fois que je le dis, mais j'ai reçu des messages que ça a vraiment changé la vie de certaines personnes. Donc, je crois qu'on pourrait exister encore longtemps et que ça aurait sa place. T'sais. Je pense que la mission de l'OQPS, au bout de la ligne, c'est de sauver des vies et de faire un Québec sans suicide. Mon Dieu, que j'aimerais ça. On le sait que c'est difficile, mais
j'y crois à réduire ces statistiques-là. Je veux réduire le nombre de suicides. Je veux réduire le nombre de suicides autant chez les femmes que chez les hommes, mais en ce moment, 2 suicides sur 3, c'est des hommes. C'est de 40 à 55 ans, si je me rappelle bien la statistique. Là, je ne veux pas dire n'importe quoi, mais c'est à ça. Je veux parler à ces gars-là qui sont ma génération, de faire, hey, les gars, vous avez des enfants, vous avez des chums, des blondes, des amis, des collègues de travail, donc on se pose la question. Toi, Marc, ça va-tu? Ben écoute, pour terminer, j'aimerais ça, parce que je sais qu'aborder les situations difficiles, c'est pas facile, mais quand même, as-tu un coup de cœur à nous partager de ces expériences de balado que tu vis, justement? Et je comprends que quand je lis les résumés, je les ai pas encore toutes écoutés, mais on voit qu'il y a quand même, il y a beaucoup de beau qui ressort de ça. Mais toi, dans ton expérience personnelle là-dedans, quelque chose que tu souhaiterais nous partager qui t'a marqué ou principalement touché ou inspiré? Que chaque être humain, peu importe qui, peu importe que tu ne te sentes pas concerné au début par son histoire, sa maladie mentale, ou peu importe, si tu prends le temps d'écouter la réponse à ça va-tu, tu vas apprendre sur toi-même. Il n'y a pas un invité ou une invitée qui est venu s'asseoir à la table avec qui j'ai parlé, puis que j'ai vraiment pris le temps d'écouter ce qu'elle disait ou il disait, que ça n'a pas fait de chemin après sur moi. Hey, moi, je vais dessus quand je pense, mettons, au suicide de mon cousin et la culpabilité qui m'habite depuis des années. Je viens de parler avec quelqu'un qui a de la culpabilité depuis 30 ans. Et comment elle a géré cette culpabilité-là. Comment il serait peut-être temps que je passe à autre chose, moi aussi, tu sais, côté culpabilité. Chaque personne, c'est difficile d'avoir un coup de cœur sur... Mais ça serait global comme coup de cœur. Ça serait qu'il n'y a pas un individu. Tu sais, Michel Mambaret est venu s'asseoir devant moi. Je connais rien à la bipolarité, tu sais. Et à la fin, j'avais juste envie de faire un énorme câlin puis d'avoir de la compassion pour... Waouh, ça a l'air de rebondir beaucoup dans ta tête, tu sais. Tu as l'air d'être pris dans un manège difficile. Bravo de venir en parler. Bravo des efforts que tu fais pour toi. Bravo de voir la vie de cette façon-là. Tu sais, il n'y a pas un ou une individu qui ne m'a pas marqué. Pas un. À chaque fois que je suis parti, j'ai été shaké par l'histoire de Marie-Pierre, là, à penser à mon père. Hey, moi, si c'était arrivé à mon père, tu sais, comment j'aurais... Ouais, peut-être faudrait que je dise tel truc à mon père, tu sais. Ouais, pendant qu'il est encore là, tu sais. Jean-François Mercier, je me suis reconnu à travers 2-3 phrases qu'il a dit que je pensais même pas qu'il résonnerait aussi fort en dedans de moi, tu sais. Hugo, qui est à la tête de l'OQPS, de voir ce gars-là en faire une mission d'entrepreneur. Tu sais, le gars est un entrepreneur dans la vie, c'est un gars de business et c'est un gars de terrain en prévention du suicide qui a mélangé ces deux passions. Et je pensais jamais que ça viendrait de faire « Wow, attends, je peux mixer ma passion pour l'humour, l'art et la relation d'aide. Wow, OK, ça pourrait être ça dorénavant, ma mission d'artiste, tu sais. » Donc, bref, je pourrais passer 1 heure à parler de chacun des intervenants. À quel point est-ce que s'ouvrir comme ça, là, c'est quelque chose, là. Puis que autant de gens, là, les chiffres sont là, ça pogne comme balado, là. Ce qui veut dire que c'est pas juste du monde qui sont curieux d'aller entendre les histoires des autres, là. C'est des gens qui veulent peut-être aller chercher un petit quelque chose là-dedans aussi, là. Puis je crois qu'ils vont chercher peut-être la même chose que moi, je suis allé chercher. Sauf que moi, j'étais assis l'autre bout de la table avec des notes, puis il fallait que je pose des questions. Merci en tout cas, Jonathan, déjà pour le travail que tu fais. J'invite les gens à aller voir les balados, là. C'est vrai que c'est très touchant et c'est bien monté, c'est un bon rythme. En tout cas, c'est très, très intéressant. Et c'est sûr que de s'immiscer dans l'intimité un peu des gens, dans la santé mentale, il y a tout un travail. Effectivement, quand on a écouté une, là, bon, bah, tu prends un peu de temps de mouliner avant de passer à d'autres choses. Ouais. Et de ne pas avoir peur de finir un épisode, puis c'est pas le type de balado que tu peux binge-watcher. Tu pourrais là, les claquer, on en a 8 au total. 9. Tu pourrais les claquer si tu veux. Mais pour que ça chemine pour vrai en dedans de toi, là,
c'est comme un livre, tu sais, t'es pas obligé de lire tous les chapitres, là. Tu peux des fois le fermer, le laisser sur la table de chevet, puis tu vas au gym, tu vas travailler, puis tu repenses à 2 phrases que tu as lues, puis tu fais ouais. Faudrait peut-être que je prenne soin de moi aussi, ou il faudrait peut-être que ci ou ça. Ce balado-là, Marc, je pense qu'il peut résonner chez n'importe qui, peu importe l'épisode. Tu sais, des fois, il y a des noms plus connus que d'autres qui vont faire « Ah, mais moi, je vais aller écouter tel humoriste, il est plus connu que, mettons, telle personne, je vais aller écouter tel athlète parce que Sylvie Fréchette, je tripe dessus. » Mais tout le monde, il n'y a personne qui a rien amené de vide dans ce balado-là, tu sais. Et je trouve que ça fait du bien. Puis, sincèrement, j'espère, toi, que Marc, tu vas bien aussi. J'espère que ça va. Oui, ça va bien, oui. J'espère que tu réponds pas juste par réflexe. Non, c'est vrai, ça va bien, oui. Cool, content pour toi. C'est drôle parce que je pensais à ce genre, en préparant l'entrevue, ben, je me retrouve aussi à me questionner un peu, mais c'est vrai, ça va-tu? Ouais. Ouais. De dire, est-ce que je vais bien ou est-ce que je le réponds par automatisme comme à l'épicerie? Tu sais? Bonjour, vous allez bien? Ouais. Mais tu fais comme non. Mes impôts sont en retard, j'ai ça à payer. J'ai tel truc, je suis stressé, je me suis chicané avec ma copine. Tu sais, le nombre de trucs qui vont pas, puis qu'on. Mais à force de balayer en dessous du. Tu sais, pas qu'il faut aller dire je suis pas en train de dire qu'il faut aller dire à la madame de l'épicerie que tu t'es chicané avec ta copine, là. Mais tu comprends qu'est-ce que je veux dire. Tu sais, faut pas avoir peur de discuter entre nous. Ouais. En tout cas, merci pour ces réflexions, Jonathan, et merci pour ton travail. Puis on invite les gens à aller écouter les 2 saisons. Dans le fond, c'est vrai que c'est d'aller écouter les balados. Merci à toi de donner la visibilité à notre balado. C'est très gentil. La clinique d'optométrie Lémérion est fière de vous présenter cette programmation. Le soin de votre vue passe sous les yeux de la clinique d'optométrie Lémérion. Avec un vaste choix de montures pour le style, le confort, les marques. Clinique d'optométrie Lémérion. 689-5553. Automobile Mongey-Ford de Grande-Rivière, la force d'une équipe. Nous avons à cœur de vous servir avec passion et surtout de satisfaire vos attentes en tout temps. Notre équipe compétente d'expérience ne désire qu'une seule chose, la satisfaction de sa clientèle. Pour l'ensemble de vos besoins pour votre véhicule, pour l'achat d'un véhicule neuf ou d'occasion, venez rencontrer l'équipe Mongey-Ford. Notre force, notre équipe, nos employés. Jim Export souligne ses 30 ans ce mois-ci et pour discuter comment ça a parti, ses défis, son évolution, où est-ce que ça s'en va. On va en parler avec Gino Cyr, qui en est le directeur actuel, et Aurel Doucet, qui est le premier directeur de la compagnie. Bonjour à vous deux. Bonjour. Vous allez bien? Ben oui, ça va bien. Très bien. Donc, premier directeur, on va commencer avec vous. Jim Export, là, c'est rendu gros, mais au tout début, la nécessité d'avoir une entreprise qui représente les entreprises à l'exportation, ça a commencé comment? Bien, d'abord, le premier qu'il y a eu au Québec, c'était dans Beauce, Chaudière-Appalaches. Le deuxième, c'est la SADC du Rocher-Percé, qui a décidé d'en copier la forme, la structure. Ils ont mis ça en place en 96, mais avant, ils ont choisi un conseil d'administration. Et puis, le poste a été ouvert en 96. Puis, tantôt, je vais revenir sur l'importance d'un bon conseil d'administration. Vous allez voir qu'à l'occasion, c'est très important. Après ça, mais quand je suis arrivé, moi, en 96, j'avais quand même une expérience là, de ressources humaines. J'étais tout seul, puis j'avais une secrétaire à demi-temps. Ben non, une demi-journée semaine, qui était Nadine Méthode, qui, quelques années après, elle mettait le travail après congé différé pour venir travailler pour nous à plein temps, quelques années. Puis là, évidemment, on s'est mis à faire mon bâton de pèlerin, dans le fond. J'ai fait le tour de toutes les entreprises de Gaspésie-les-Îles, la très grande majorité, pour aller leur vendre, leur présenter ce qui s'en venait. Là, les grosses entreprises de pêche, il y avait déjà le réseau, mais les autres PME avaient un peu de difficulté à comprendre. J'ai dit, moi, dans mes valeurs à moi, c'est si tu te développes dans une MRC, puis tu ne penses pas aller à une autre MRC ou aller à l'extérieur de Gaspésie,
tu as des chances de ne pas survivre. Fait que ça, il est devenu, après ça, il fallait se financer. Et on a trouvé de faire du recrutement des membership. On a fait le tour, on a réussi à en avoir une vingtaine au début. Et puis après ça, bien, ça allait quand même assez bien. Ça faisait 7-8 mois qu'il était en place. J'ai réussi à avoir une autre personne se joindre à moi qui s'appelait Steve Dufour, qui a resté à peu près 1 an et demi avec nous parce qu'il travaillait ailleurs. Mais pour vous donner rapidement comment on a été actifs, puis je suis fier de le dire parce que l'équipe était très bonne, là. Bien, en 80, on a réussi pour s'autofinancer comme il faut. Il y avait le programme Nouveaux exportateurs professionnels. Ils appelaient ça le Nexpro. On a réussi 3 groupes de 15 personnes. C'était 6 000 par entreprise qui embarquait. On n'encaissait pas les 6 000, là, mais on avait quand même 2-3 000 qui nous revenaient. Fait que là, on avait des experts à l'extérieur. Moi, je n'étais pas un expert à l'international, mais on avait des experts qui venaient former ces entreprises-là, comment développer sur des nouveaux marchés, tout ça. Et avec ça, on a réussi, 2 ans après l'ouverture, l'Association des gens d'affaires du Québec nous ont donné un prix comme étant l'organisme la plus dynamique au Québec. Puis ça, on n'a pas le trophée ici, là, mais c'est assez spécial comme trophée. Donc, juste 2 ans après. Juste 2 ans la après. reconnaissance est venue rapidement, pareil. Oui, mais là, ça allait tellement bien que j'étais allé chercher 2 autres personnes. Il y avait Karine Berger, puis celui qui est ma gauche, Gino. Puis quand tu as Gino dans ton équipe, là, tu ne veux pas t'en départir, ça prend à peu près 2 semaines à comprendre que ça va débouler quelque part. Mais pas longtemps après, c'est bien 1 an et demi après qu'il était en place, on a eu le prix Hector Fabre. C'est donné par le gouvernement pour l'organisme qui a le plus grand rayonnement international. L'autre, c'était pour le plus dynamique. Il y avait une bourse de 25 000 $ avec ça. Ça, c'était à travers tout le Québec, toute la compétition qu'il y avait au Québec, on a encore gagné ce prix-là. Fait que là, après ça, bien, on a fait beaucoup de missions. Il y avait des missions avec Futuralia. C'était Futuralliance. C'était fait... le bureau chef était à Poitou-Charentes. Il y avait 42 pays membres. Moi, il y avait 12 pays qui avaient le droit de vote, puis moi, je faisais partie des 12 qui avaient le droit de vote. Je représentais le Canada. Et c'était avec le président, c'était Jean-Pierre Raffarin, le président le premier ministre français. Fait que ça, il y a eu beaucoup d'activités là, à Montréal, au Mexique, en Europe, à Poitou-Charentes. Puis à chaque fois qu'il venait à Montréal, on était l'organisme qui avait plus d'entreprises. On gagnait toujours des prix. On était toujours plus nombreux. Nous. Pourtant, on n'a pas de 300 000 de population à Gaspésie, puis aux Îles-de-la-Madeleine. Mais je pense qu'on était convaincants avec Karine, Gino, moi, puis les équipes, le reste de l'équipe. Bien, dans l'équipe, c'était ça. Là, ça n'en avait pas plus que ça. Puis les résultats aussi, il y avait des résultats. Il y avait des gens qui faisaient des témoignages. Et puis, fait que, mais là, ce qui est arrivé, puis je reviens un peu à mon conseil d'administration, quand vous faites affaire à des organismes gouvernementaux qui vous subventionnent, des fois, les fonctionnaires, ils n'ont pas l'autorisation de signer le document de l'aide financière. Parce que nous, il fallait se financer, autofinancer à 30 %. C'est pour ça que ça prenait des gens dynamiques de ton équipe. Puis Gino, je pense qu'il est encore là-dedans, dans l'autofinancement. C'est pas facile, là. On est, faire de l'autofinancement, maintenir toute une équipe. Il est arrivé en 2001 qu'il y avait... tous les fonctionnaires disaient « Oui, vous allez avoir votre argent », mais personne ne voulait signer de papier. Puis on avait une marge de crédit de 80 000 $. Ce qui est arrivé, le conseil d'administration croyait tellement dans ce qu'on avait fait et avec les résultats qu'on avait eus. Ils ont accepté de garantir la marge de crédit. Personnel, là. Les 9 membres qui étaient là, ils ont dit « OK, on signe un papier, mais de quoi on garantit ». C'est pas tous les membres du conseil d'administration qui vont faire ça. Fait que ça, c'était un beau gage d'engagement de la part du CA. Quand tu dis qu'ils garantissent la marge, c'est quoi? S'il aurait fallu aller sur la marge de crédit, c'est de leur argent personnel qui aurait été... Si on n'avait pas l'aide financière du gouvernement, du ministère qui venait, bien, ils auraient payé de leur poche, là, ils garantissaient ça. C'est spécial. Mais après ça, tu sais, là, j'ai décidé personnellement de faire venir tous les commissaires à l'exportation du Québec à Percé. On avait une réunion une fois par année. Puis là, j'ai dit, ça ne marche pas, là. Chacun négocie avec le ministère, les différents ministères individuellement. Ça, c'est pas comme ça la vie, là. Fait qu'on a fait
une association. C'était pas un parti syndical, c'était un regroupement qu'on appelait Regroupement des commissaires à l'exportation du Québec. Là, j'ai devenu président. Et j'étais le porte-parole pour négocier pour le reste du Québec. Et là, après ça, là ça a bien été. Là, l'argent rentrait. Puis c'est parce que vous savez, si vous avez 12, 15 associations, puis chacun va avec son bâton de pèlerin, que j'appelle un peu, là, ben, il cogne à la porte, peux-tu avoir de l'argent pour survivre? Un autre, là, les fonctionnaires viennent tout mêler. Là. Fait que, puis je les comprends. Fait que là, en faisant un groupe comme ça, on a parti le Rocomex, puis après ça, ça a super bien été. Ça roulait. Donc, le Gym Export, vous avez parlé de 15, vous étiez 15 au début. Ah, ben, non, ben, Gym Export, quand je parle de Nexpo, on était 15, on prenait des groupes de 15. Ouais. Mais Gym Export, on était juste 1,5. Après ça, j'ai eu Gino, après ça, Karine qui s'est joint. Ah, mais je veux dire, pour les entreprises que vous représentez, vous n'avez eu 15 au début? Ah, non, c'est des groupes de 15. Mais j'avais des membres. On avait 15 membres, après ça, ça a monté à 80, 100, là. C'est plus tu te fais connaître, plus tu as de résultats, bien, plus les entreprises sont friendly pour devenir membres, même s'ils n'ont pas nécessairement besoin de nos services. Mais malgré tout ça, on a réussi à rejoindre au groupe des majeurs, tu sais, comme Gagnon, Réal Nicolas, Roch Lelièvre, tout ça, puis aussi aux îles de Madeleine. Ils ont embarqué comme membres, puis après ça, ils participaient à des missions, tu sais. Nous, comment je pourrais dire ça? Donc, on a fait beaucoup de missions. On a fait le gala des exportateurs. Bien, j'ai oublié de mentionner que pour rejoindre mon équipe, moi, là, faut que tu sors des terrains, des sentiers battus. Faut que tu es capable de le faire. Faut que tu aies de l'initiative, puis faut que tu aimes les défis. Si tu n'aimes pas ça, rentre pas, là. Si tu n'es pas cet esprit, là. Parce que à tous les jours, ça pouvait changer. Duno peut en rire parce qu'on peut dire qu'on fait le gala, la conformité douanière avec les Américains. Là, moi, j'étais en réunion, j'entends parler de ça. Fait que j'ai dit, hey, on va faire ça, conformité douanière. C'est quoi? Je ne sais pas trop. On va faire venir des spécialistes, c'est des Américains. On prenait nos entreprises, on les formait par des experts de l'extérieur, et les douaniers américains venaient dans les entreprises confirmer qu'on respectait les conformités douanières pour vendre aux États-Unis. Puis c'était une norme, là, je ne sais pas ce que Trump va faire, là, mais c'était une norme qui existait au début des années 2000 qu'il voulait faire. Fait que ça aussi, ça a été... tu sais, on sortait des sentiers battus, on n'avait jamais fait ça, là. On ne paniquait pas. On savait qu'il y avait des gens compétents qui se joignaient à ça. On a fait le gala des exportateurs. Je ris parce qu'il y a une date que je me rappellerai toujours, c'est le 27 janvier 2004, parce qu'un an avant, il fallait signer un contrat avec le Cirque Éloise. Ils ont dit, là, monsieur Ducette, il y a une chose qui est sûre, là. Nous autres, ne changez pas de date. Mais s'il fait tempête, vous organisez les beaux troubles, nous autres, on ne descendra pas. Il a fait beau cette journée-là. Il a fait très beau. Hein? Ils sont venus, là, tout le monde, quand j'ai dit on va utiliser le Cirque Éloise pour motiver les gens, un gala, c'était un gala concours à l'exportation, on donnait des bourses, les différents ministères. Ils ont dit, là, es-tu très de sauter, toi, là? C'est-tu normal que tu fais venir le gala, le Cirque Éloise? Bien, ils sont venus, pas au complet. Mais il y avait un groupe qui sont venus, puis ils ont fait un spectacle formidable chez le motel, comment ça s'appelle l'hôtel à Gaspé, là, le grand hôtel. Avant ça, c'était l'auberge du gouverneur. L'hôtel Baker? Oui, c'est ça. Ça, c'est rendu l'hôtel Baker. Puis je vais peut-être ouvrir une parenthèse, conter une anecdote. C'est qu'il y a un monsieur qui faisait une partie du cirque. Il y a des Gaspésiens partout, ça, je peux vous dire, parce que lui, il est venu faire son spectacle avec une roue, mais il était grand, puis le plafond était trop bas, ça fait qu'il n'était pas capable de faire le spectacle. Durant la soirée, quand on distribuait des bourses, parce qu'il y en a qui avaient réussi à l'international, des gens, lui, il dit, j'aimerais ça, M. Ducette, pour faire la présentation. Ah, ben oui, qu'est-ce que tu veux? Moi, c'est parfait, c'est ton cirque. Il prend parole, puis il dit, moi, je suis très fier d'être ici, parce qu'il dit, là, on arrive de Rome, après ça, on a été aussi à Athènes, en Grèce. Là, je suis à Gaspé, chez moi, parce que j'étais un gars de Saint-Georges-de-Malbaie. Là, tout le monde s'est levé, puis tout le monde a applaudi, tu sais. Fait que c'était un gars de Saint-Georges-de-Malbaie qui, le Cirque Éloise est parti des îles de Madeleine, mais lui, il a travaillé avec eux à l'étranger, il doit être encore avec eux aussi. Fait que ça fait des anecdotes, mais c'était des choses comme ça qu'on voulait, puis ça continue, je pense, avec Gino aussi. On a fait Cap USA. Là, je les énumère. Cap USA, c'est faire venir des acheteurs.
Pour avoir des rencontres, on les a fait venir à Percé. Ça pouvait venir aussi bien de Los Angeles, de la côte ouest américaine. C'est des acheteurs des produits marins, là. C'était pas mal spécialisé là-dedans. Puis, on matchait des rencontres avec des entreprises du secteur ici, des îles-Madeleine, un peu partout. Puis, après ça, ben, ils se rencontraient et les entreprises faisaient visiter leur entreprise aux acheteurs. C'était des acheteurs, c'était pas des acheteurs à 100 pièces. Les gens achetaient pour 1 million, 10 millions, là, ils étaient capables de le faire. Mais c'était nous qui l'avons organisé avec Gino aussi. Puis, surtout Karine Berger qui avait travaillé. Surtout Karine Berger, oui. Il y a une fois, ben là, j'en compte, là, parce que j'en ai à 16 ans. Une fois, on avait tellement innové qu'on a fait. Gino est devenu douanier. Parce que nous, je me rappelle de ça, on a dit pour montrer aux gens que c'est important d'avoir un passeport, on va vous faire un passeport, puis vous devez le présenter pour rentrer à l'Assemblée générale. J'aurais dû emporter le passeport. J'ai encore la copie de Gino. J'ai trouvé ça l'autre jour. La seule qui n'avait pas porté ce passeport, c'était Nathalie Normando. J'en ris parce qu'elle est arrivée là. Elle dit, oui, mais je pensais que c'était une farce. J'avais le passeport, je ne l'ai pas apporté. Gino, là, il est habillé en douanier. Il n'a pas le droit d'entrer. Mais c'est vrai qu'avec elle, on a toléré. On a accepté. Parce que quand elle était conférencière, elle m'avait dit, Aurel, qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je pourrais annoncer? J'ai dit, on a un peu de misère dans le délai de signature de contrat pour le renouvellement de financement. Quand elle est arrivée là, le soir, une semaine avant qu'elle me demandait ça. Le soir, quand elle est arrivée, elle a annoncé officiellement que c'était signé. Tous les contrats étaient signés, puis il y aura encore un autre 3 ans, 5 ans. Fait que, comme vous pouvez voir, je pourrais, des anecdotes, on pourrait en avoir, là, mais... Puis là, ben, je préparais un peu la relève, puis là, j'ai dit... Je parle de Gino parce que c'est un gars extrêmement dynamique. J'ai dit au CA, moi, là, prendre ma retraite un jour. Ça fait qu'en 2007, ils ont dit, qu'est-ce que tu fais? Ben, j'ai dit, il y a un gars, là, il est sur le terrain, dans mon bureau. C'est lui que j'aimerais avoir comme relève. Fait qu'on l'a nommé comme directeur à la mise en marché. À développement de marché. C'est ça, Gino? C'était directeur de développement de marché. Fait que là, ça l'a gardé un peu chez nous. Parce que lui, s'il n'y a pas de nouveaux défis, il ne toffe pas, là. Développer des nouveaux marchés, j'imagine que ça doit en être tout un défi, ça. Oui, parce que, oui. Mais c'est surtout le développement d'affaires de l'organisation, prendre l'expansion, la notoriété, puis d'augmenter le membership. De voir d'autres opportunités, là, parce qu'en réalité, comme Aurel l'a expliqué, comme organisation qui doit s'autofinancer, là, des fois, il faut sortir des sentiers battus pour essayer de trouver des façons de faire pour aller chercher du financement privé. Ben, justement, au début, dans les débuts de GM Export, le marché était concentré surtout sur quoi? Les États-Unis. Puis, c'est surtout les États-Unis. Ben, les industriels de la pêche, eux autres, c'est ceux qui étaient déjà au Japon, sur l'Europe aussi. Il y avait d'autres marchés aussi, mais là, c'était, pour les PME, c'était pas mal les États-Unis. Ben, le marché aussi des produits marins, c'était je check pour pas avoir beaucoup de millions. Mais c'était surtout aux États-Unis. Mais après ça, on a dit, écoute, il faut aller plus loin. On a fait beaucoup de missions. J'ai fait des missions à Singapour aussi avec Georges Mamelonnet, l'ancien propriétaire de maison de pêcheurs. On a fait des missions en Asie beaucoup aussi. Mais ce que je vais raconter aussi, c'est qu'en 2008, c'était SMM-GIM pour débuter. Okay? Je ne sais pas si je l'ai mentionné, c'est le secrétariat de mise en marché à Gaspésie et les îles-de-Madeleine. Mais partout où on allait, on disait, les gens voulaient dire SMM-GIM, mais ils s'enfargeaient dans le deuxième M. Nous autres, on pouvait dire SMM-GIM, mais les autres disaient SMM, puis là, ils ne savaient plus quoi dire après. Mais reste quand même, c'était parti sur le secrétariat de mise en marché à Gaspésie et les îles. Puis après ça, on a changé ça pour Gaspésie et les îles-de-Madeleine exportation. Là, on avait le mot export là-dedans, ça fait qu'on travaillait vraiment... c'était plus rien que de la mise en marché, c'est vendre des produits à l'étranger. Avant de passer à Gino, étant donné que, ça a commencé, il devait y avoir des gros défis. Là. Le plus gros défi, si on veut, au début de GM Export, je me rappelle plus de l'acronyme, mais SMM. L'acronyme SMM-GIM. Le plus gros défi, c'est d'aller lever des lièvres, d'aller voir les gens et leur dire, écoute, nous autres, on peut vous aider à exporter sur des nouveaux marchés ou à exporter en dehors de la région. Et puis, ce qu'on a fait,
Puis ça tombe pile. Le gouvernement fédéral, l'Industrie Canada, à ce moment-là, ils ont dit, écoute, on part à un nouveau projet qui est nouveaux exportateurs professionnels. Ça coûtait quand même 6 000 mais eux autres, il y avait un crédit d'impôt quand même. Là. Mais c'est là qu'on a réussi à travailler aux Îles-de-la-Madeleine, à rassembler des gens. Puis on était très présents dans les médias. Les médias nous suivaient beaucoup. Et c'est ça qui permet d'avoir développé une confiance avec les clients. OK. Gino, t'arrives directeur chez Jim Export. Comment c'est quoi que tu as apporté? Ben, écoutez, comme vous le savez, là, moi, chez Jim Export, là, en réalité, au début, je travaillais pour l'Institut de commerce électronique, là, un peu là, un aval de développement Communique Canada, puis au niveau de l'hébergeur, SMM Jim dans le temps m'avait hébergé. Puis après, 2004 à 2007, là, j'ai fait des petits contrats ponctuels pour l'organisation. Puis en 2007, j'ai eu l'opportunité de travailler sur le développement d'affaires. En réalité, on voulait faire grandir un peu notre organisation. Puis en 2011, suite à l'annonce d'Aurel à sa retraite, là, ils m'ont nommé directeur général de Jim Export. Ça n'a pas été une erreur. Hein? Oui. Donc, personnellement, je vous dirais, moi, un gros défi, c'était de maintenir un peu la ligne de conduite qu'Aurel avait mis dans le temps. Parce que, on était toujours en dehors des sentiers battus. On n'était pas là pour gérer des programmes. Là, en réalité, c'était un conseil d'administration uniquement de gens d'affaires. Donc, ces gens-là, malgré que c'était un OSBL, ils veulent qu'on gère l'organisation comme une entreprise privée. Donc, en réalité, là, ces gens-là, ça nous permettait toujours d'avoir un peu le goût du jour, puis de savoir un peu les défis de demain. Donc, ça, c'est la force du conseil d'administration. Puis nous, on doit élaborer des plans d'action à partir de ça. Mais après ton plan d'action est fait, là, comme Aurel l'a expliqué, c'est que l'autofinancement, c'est 30 %. C'est-à-dire que les employés qui sont à l'interne, là, 30 du salaire n'est pas garanti. Donc, il faut que tu travailles pour aller chercher pour dégager du financement, des profits, pour être en mesure d'assumer ce 30 %-là. Donc, moi, ce qui me concerne, là, moi, je dirais, un bon coup qui avait été mis dans le temps, c'est, entre autres, là, l'implantation du volet commercialisation au Québec. Donc, étant donné que c'était un besoin qui était présent, puis que je pense que chacune des SADC, les MRC le soulevaient, mais nous, en tant qu'organisation régionale, qui était financée par les 2 paliers de gouvernement, puis qu'on avait la possibilité, des fois, de faire des cohortes, puis d'être en dehors, là, de toucher un peu des entreprises dans chacune des MRC. Donc, on a travaillé fort pour la mise en place là, du volet commercialisation, puis je pense que ça a été un bon coup. Le volet est en place. Maintenant, c'est Mme Ève Dupré-Gilbert là, qui est en charge de ce volet-là. D'un autre côté, je vous dirais, dans cette période-là, moi, je suis arrivé en 2011. Il y avait une crise économique aux États-Unis en 2009. Donc, là, j'ai dit que c'était bien pour ça qu'Aurel avait pris sa retraite. Là. Il voulait pas relever le défi. Donc, suite à cette crise-là, je me rappelle, le prix du homard, là, c'était 3,5 $, 4 $. Les gens veulent avoir 6 $ la livre. Donc, Aurel était toujours encore avec moi. Puis, écoute, on a déposé un projet audacieux à Développement Communique Canada pour la diversification des activités du homard sur le marché de l'Europe puis en Asie. Donc, on avait réussi à attacher un projet de 1,8 million. On avait fait une première phase de 2 ans, mais après, on avait attaché un projet sur 3 ans. Puis ça, c'était en partenariat avec les associations de pêcheurs, qui étaient le regroupement des pêcheurs professionnels sur la Gaspésie, avec les industriels de la Gaspésie. Je vous dirais que ça nous a permis de réaliser environ à peu près pratiquement 20 activités à l'international, un accueil d'acheteurs. On était présents sur les principaux marchés. On avait développé une marque de commerce gaspésienne, québecseafood.ca, les fiches de chacune des entreprises. Donc, on est allé en Chine, je pense, ça faisait 15 ans que les provinces maritimes en étaient présents. Puis nous, c'était la première fois qu'il y avait une délégation du Québec qui était là-bas. Donc ça nous a permis, là, je pense, de bien positionner l'organisation. Mais au fil du temps, là, comme organisation, là, on doit toujours s'ajuster, changement de gouvernement, changement d'orientation.
Donc, nous, en réalité, notre mission, c'est d'accompagner les entreprises qui ont un potentiel à l'international, même hors Québec. Donc, produits ou services, on touche à tous les secteurs d'activité. Bien, comme vous le savez, l'industrie des pêches, c'est pratiquement la principale industrie dans laquelle beaucoup d'entreprises exportent. Donc, on a développé une expertise à ce niveau-là. Mais écoute, là, à tous les jours, là, je vous dirais qu'à chaque début de l'année, je ne peux pas nécessairement vous dire vraiment sur quel dossier qu'on va travailler. Il y a des fois, je me casse la tête, je me dis, bon, ben, cette année, comment on va être en mesure de pouvoir là, aller chercher le financement. Mais il reste que, comme Aurel dit, là, le fait qu'on ait une équipe qui est dynamique, qui est innovante, un peu esprit entrepreneurial, les gens, là, ils sont toujours en train de percevoir un peu les besoins puis d'offrir des offres de services adaptées là, aux besoins des industriels. Moi, je me rappelle en 2008 là, aussi, là, pour organisation, tantôt Aurel a parlé aussi conseil d'administration, l'importance d'avoir des bons administrateurs. Mais moi, je me rappelle en 2008, cette période-là, quand les conservateurs étaient en place, là, avec le ministre Blackburn qui était en place, puis que lui, il voulait tout couper dans tous les organismes. Je peux vous dire que Aurel puis la représentante du Saguenay-Lac-Saint-Jean, il y a eu des conversations parce qu'il était président du réseau, puis ça n'a pas été compliqué. Là. Les conditions étaient mises à la table, puis on dit si ça ne fait pas votre affaire, ben regardez, cassez-vous pas la tête, vous avez juste à arrêter tout ça là. Puis vous allez voir qu'est-ce que les entreprises vont perdre. Là. Parce que les forces des ORPEX en région, ça permettait d'avoir de l'expertise, de l'accompagnement. Puis comme Aurel dit, nous, on crée des liens aussi avec des consultants, là, puis qu'on sert de cette expertise-là. Puis on fait l'accompagnement, puis ça permet aussi aux employés là, de développer. Moi, je me rappelle, là, j'ai embauché André-Pierre Rossignol là, sur un projet d'association Bois d'apparence dans le temps. Puis aujourd'hui, ben, c'est mon conseiller Sagnon là, qui s'occupe du niveau de l'exportation. Puis je vous dirais que, écoutez, là, au niveau de l'exportation, accompagnement, planification, accompagne les entreprises en Asie, en Europe, partout, parfaitement bilingue et élabore des projets, plans des pêches. Donc, efficace. Puis, à partir de 2018, là, il y a eu des nouvelles entités qui ont été mises en place, là, ERAC, là, donc, aujourd'hui, ça s'appelle Espace PME Innovation Gaspésie. Donc, Jim Export, on a été choisi par la région pour être un peu le mandataire pour la mise en place de ce volet-là. Donc, en réalité, Jim Export, on a 3 volets. Le volet exportation, commercialisation, puis le volet ERAC, c'est vraiment au niveau de la productivité. C'est 6 ingénieurs là, qui travaillent là-dessus. Donc, je vous dirais que moi, comme directeur général, présentement, là, j'ai à peu près 10 employés là, sous ma charge, 3 volets, peut-être à gérer à peu près 15-20 protocoles là, annuellement, divers ministères, divers redditions de comptes. Donc, je peux vous dire que je chôme pas. C'est ce qui conclut la première portion de notre entretien. Dans le second volet de cette entrevue, nous délaisserons les origines pour nous concentrer sur le Jim Export d'aujourd'hui. Nous discuterons de l'évolution de leurs services, des défis actuels de l'exportation et surtout de la vision qui animera l'organisation pour les prochaines années. Ne manquez pas la suite. Vous écoutez votre reflet d'ici. Revoyez tous nos reportages sur notre site Internet. Redonnez fière allure à votre voiture avec Jimmy Esthétique Auto Plus. Spécialiste en esthétique automobile complète, nous redonnons vie à votre véhicule à l'intérieur comme à l'extérieur. Et pour affronter nos hivers québécois, pensez à nos traitements anti-rouille paraphiniques, sans huile, efficaces et durables. Brillance, protection, tranquillité d'esprit, Jimmy Esthétique Auto Plus, votre auto, notre passion. Poissonnerie Le Lièvre et Le Moyant, là où la fraîcheur est synonyme de qualité. Pour un choix impressionnant de poissons et fruits de mer, rendez-vous chez Le Lièvre et Le Moyant de Sainte-Thérèse de Gaspé. Nos employés sauront vous conseiller pour préparer des repas terre et mer qui resteront gravés dans la mémoire de vos invités. Pour le service, l'expérience et la fraîcheur garantie, venez nous voir à la poissonnerie Le Lièvre et Le Moyant, au 52 des Vigneaux à Sainte-Thérèse de Gaspé, 418-385-3310.
Alors, la Caisse des Jardins du littoral gaspésien va tenir son assemblée générale annuelle le 31 mars prochain. Pour nous en parler, je suis avec la directrice générale de la Caisse du littoral et de la Caisse Centre-Sud gaspésien, Linda Ross. Bonjour. Bonjour, Jean-Genis. Vous allez bien? Oui, merci beaucoup. Donc, tout d'abord, pouvez-vous nous rappeler ce qu'est l'Assemblée générale annuelle de la Caisse, puis c'est pourquoi que c'est un moment qui est vraiment important pour ses membres? Ben, c'est vraiment l'Assemblée générale annuelle, c'est un moment clé dans la vie de la Caisse. Hein? En ayant un modèle coopératif, c'est l'occasion pour nos membres de prendre connaissance des résultats financiers, de voir comment la Caisse elle a performé durant l'année, puis on va voir les résultats pour l'année 2025, mais c'est surtout de participer. Parce que, étant une coopérative financière, c'est un exercice de transparence et de démocratie coopérative pour tous les membres de la Caisse. D'ailleurs, pour qu'ils puissent participer, il faut qu'ils puissent venir sur place. Où est-ce que ça va avoir lieu? Oui, venir sur place aussi, Jean-Denis, mais également en mode hybride. Alors, l'AGA va avoir lieu le 31 mars à 18h30 en mode virtuel et en mode physique à l'École des pêches et de l'aquaculture du Québec à Grande-Rivière. Et pour ça, les gens vont pouvoir devenir directement sur place à ce moment-là, mardi le 31 mars à 18h30, ou bien se brancher par le lien sur le site de la Caisse www.caissedulittoralgaspésien.ca. Ça, la formule hybride, ça fait déjà quelque temps que vous l'utilisez. Pourquoi l'avoir choisi? Ben, je pense que ça a été une opportunité. Là. Le virtuel est de plus en plus connu, beaucoup plus utilisé. Puis je pense que ça donne l'opportunité à des gens qui peuvent pas se déplacer de pouvoir participer aux résultats financiers, de pouvoir communiquer avec nous. Fait que ça donne l'option de faciliter la participation tout en conservant la richesse des échanges en personne puis en virtuel aussi. Fait que c'est un bon équilibre entre les deux. Puis je pense qu'on évolue selon la tendance du marché en étant de cette façon-là. Oui. Donc, à cet AGA, qu'est-ce qui va être présenté? Ben, qu'est-ce qui va être présenté? Je le disais au début, hein, c'est le bilan financier de la Caisse, toutes nos réalisations qu'on a fait avec nos organismes communautaires, avec nos organismes de tous les milieux, autant sportifs que institutionnels. Fait que les membres, ils vont pouvoir entendre les rapports, de la direction générale, mais surtout du conseil d'administration qui, eux, gèrent et s'assurent que la Caisse est bien gérée, poser les questions, voter sur certaines résolutions aussi. Puis c'est un moment d'échanger, comme je disais, avec les membres du conseil d'administration, puis les gestionnaires de la Caisse, puis également avec les employés. Alors, l'invitation va être donnée tout à l'heure, mais c'est une belle occasion de venir nous rencontrer, puis je trouve que de célébrer avec nous nos fiertés 2025. Vous disiez que les membres peuvent venir participer, ils vont voter, tout ça. À quel point c'est important pour les membres d'être présents? Ben souvent, on se demande pourquoi, qu'est-ce que je fais comme différence dans une caisse au lieu d'être dans une institution financière de charte fédérale? Ben parce que la caisse, elle appartient à ses membres. Fait que leur présence puis leur participation, ils ont un vrai impact. Là. En assistant à l'AGA, ben les membres, ils exercent leur droit de parole, ils exercent leur droit de vote pour les orientations de leur institution financière. Fait que c'est ça l'esprit coopératif, puis c'est ça qui est tout à fait différent de toute autre institution financière. À qui s'adresse cette invitation-là, à votre AGA? Elle s'adresse à tous les membres de la Caisse du littoral gaspésien, sans exception, autant entreprises que particuliers. Alors, que ça fait longtemps, que ça fait pas longtemps que vous êtes membre, vous êtes tous invités et le bienvenu à cette belle rencontre d'AGA le 31 mars prochain. Donc, si les gens veulent avoir plus d'informations, comment ils peuvent s'y prendre? Ben, les gens ils peuvent avoir de l'information sur notre page Facebook. L'invitation est sortie. Ils peuvent aller sur notre site web,
Hein? Puis aussi, jaser avec nos employés d'ici au 31 mars pour si jamais ils ont oublié la date ou le moment ou l'endroit. Alors, ils vont pouvoir s'en informer. Sur le web, est-ce qu'ils doivent s'inscrire d'une quelconque façon? Non, ils font juste cliquer sur le lien pour y adhérer. OK. Sinon, un dernier mot? Oui, un dernier mot. Écoutez, je m'adresse à vous, tous les membres de la Caisse du littoral gaspésien, autant membres particuliers qu'entreprises, là. Je vous invite chaleureusement à venir nous rencontrer le 31 mars à 18h30 à l'École des pêches ou à vous brancher en ligne. Ça va vous permettre de poser des questions puis de participer activement à la vie de votre caisse. Je profite de l'occasion là pour vous rappeler à tous les membres que votre confiance est vraiment, vraiment privilégiée. On est privilégié de vous avoir comme membre et c'est une façon pour nous de vous inviter dans notre belle caisse et, comme je disais tout à l'heure, de célébrer les résultats financiers et les réalisations de la caisse avec le milieu le 31 mars prochain, 18h30, à l'École des pêches ou en virtuel. C'est le moment pour vous de venir voter pour la ristourne qui sera, vous le savez, pendant 4 jours, vous allez pouvoir voter par votre volet accéder sur le projet de ristourne, de partage des excédents qu'on vous aura proposé dans cette assemblée-là et pour lequel vous allez voter également. Alors, encore une fois, pour tout détail, allez sur notre site du www.caisse-du-littoral-desjardins.com. Alors, on vous attend en grand nombre. Merci, Jean-Denis. Linda Ross, directrice générale de la Caisse du littoral et du Centre-Sud. Merci beaucoup. Au revoir. Plaisir. Vous écoutez votre reflet d'ici. Revoyez tous nos reportages sur notre site Internet. Berthelot Meubles vous invite à découvrir un aperçu des dernières tendances et des nouvelles collections en magasin. Meubles naturels tels que des tables construites dans une grande variété de bois exotiques qui vous offrent un aspect des plus chaleureux. Venez voir nos canapés inclinables électriques et tomber sous le charme de Bugatti pour le salon et de la gamme Fournirama en cuir italien. Choisissez vous-même la couleur et le tissu de votre prochain achat chez nous. Nos meubles de qualité sont non seulement beaux, mais ils sont merveilleusement confortables. N'oubliez pas l'option lit escamotable, la solution idéale pour aménagement de condos, chambres d'invités et bureaux. Profitez d'un service personnalisé et d'un plan de financement sur 36 mois sans intérêt avec la livraison gratuite sur tout le territoire. Berthelot Meubles de Cap d'Espoir, à votre service depuis plus de 37 ans. Les spécialistes en poulet frit en Gaspésie, votre restaurant Dixili de Grande-Rivière. Venez découvrir notre menu varié où le poulet de grain règne en maître. Dégustez notre fameuse pizza, gâtez-vous avec nos fruits de mer et découvrez les meilleures salades en ville. Depuis plus de 40 ans, au restaurant Dixili de Grande-Rivière, c'est toujours un plaisir de vous servir. Selon Radio Gaspésie, une soixantaine d'organismes communautaires de la Gaspésie et des îles participent à une grève provinciale jusqu'au 2 avril sous la bannière Le Communautaire à Bout. Geneviève Giguère dénonce un sous-financement chronique qui provoque une perte de main-d'œuvre et fragilise des services essentiels. En Gaspésie, le manque à gagner est estimé à 30 millions de dollars, alors que les organismes réclament un doublement de leur enveloppe actuelle pour remplir leur mission. Plusieurs actions de sensibilisation sont prévues sur le territoire pour accentuer la pression sur Québec et protéger ce filet social composé notamment de banques alimentaires et de maisons d'hébergement. Selon Bleu FM Sainte-Anne-des-Monts, l'organisme Le Québec maritime a remporté le prix du meilleur dossier de presse destination internationale lors des Trav Media Awards France 2026 tenus à Paris le 11 mars.
Cette distinction internationale récompense la qualité exceptionnelle du contenu et des informations fournies aux médias pour mettre en valeur le Bas-Saint-Laurent, la Gaspésie, la Côte-Nord et les îles de la Madeleine. Pour l'organisation, ce succès consolide la notoriété de la destination auprès des voyageurs français en quête d'authenticité et de nature, tout en soulignant le travail rigoureux de l'équipe pour promouvoir ces 4 régions sur les marchés étrangers. Selon Radio Gaspésie, le Festival international du journalisme de Carleton-sur-Mer dévoile une programmation d'envergure pour sa 4e édition qui débutera le 14 mai. Parmi les têtes d'affiche, Pierre Bruno se prêtera à un grand entretien avec Pénélope Garon, tandis que Marie-Maude Denis et Daniel Renaud seront présents. L'événement abordera des thèmes variés. Marcello Vitali Rosati traitera des algorithmes, Michel David et Sébastien Beauvais analyseront la prochaine campagne électorale et Le Monde selon Trump sera décortiqué par Azeb Wolde-Giorgis et Yves Boisvert. La billetterie pour ce rendez-vous médiatique majeur ouvrira le 3 avril prochain. Selon Bleu FM Sainte-Anne-des-Monts, dans le cadre de la Semaine de prévention de la violence et de l'intimidation, la Fédération des centres de services scolaires du Québec appelle à une mobilisation collective sous le thème « As-tu le droit ?» Elle rappelle que les comportements violents manifestés à l'école proviennent souvent de sources externes, rendant la participation de l'ensemble de la société essentielle. Chaque établissement dispose d'un plan de lutte rigoureux, incluant des mesures de prévention, des protocoles de signalement et des interventions ciblées pour assurer un environnement sain aux élèves. Selon Radio Gaspésie, les 60 employés syndiqués du Manoir Saint-Augustin réclament un règlement rapide de leur convention collective échue depuis 2 ans. Si les clauses normatives sont conclues avec le groupe Corev, le litige persiste sur les salaires. La présidente syndicale, Sophie Laprise, juge l'offre actuelle de 2,05 $ sur 5 ans insuffisante par rapport aux autres résidences pour aînés. Appuyés par le Conseil central de la Gaspésie et des îles, les travailleurs dénoncent cet écart salarial, soulignant que leur engagement auprès des aînés mérite des conditions décentes et une reconnaissance concrète de leur professionnalisme. Selon Bleu FM Sainte-Anne-des-Monts, la Coalition des tables régionales d'organismes communautaires dénonce le budget Girard qu'elle juge largement insuffisant pour soutenir la mission des organismes autonomes. Alors que les besoins financiers documentés s'élèvent à 911 millions de dollars, le gouvernement n'accorde qu'un investissement supplémentaire de 20 millions de dollars, une somme qualifiée de dérisoire. Cette décision accentue le sous-financement structurel qui provoque l'épuisement des équipes, des salaires non compétitifs et une difficulté chronique à retenir le personnel. La coalition s'inquiète de l'appauvrissement du milieu communautaire au moment où son rôle social est plus essentiel que jamais. Le Coq d'Or de Grande-Rivière, là où le plaisir de bien manger rencontre la qualité d'un service courtois. Notre menu varié ne peut que satisfaire vos attentes. Le Coq d'Or vous propose ces classiques qui ont su faire sa réputation au fil des ans. De son fameux poulet en passant par sa poutine légendaire et sa pizza gourmande, font du restaurant Le Coq d'Or un incontournable en Gaspésie. Le restaurant est ouvert de 16h à 20h. Pour bien connaître les jours d'ouverture et nos heures d'opération, consultez notre page Facebook. Vous devez obligatoirement passer votre commande par téléphone. Vous avez le choix d'utiliser le service de livraison ou de venir chercher votre commande au bar laitier. Découvrez notre menu au restocotdor.com ou notre page Facebook et passez votre commande au 418-385-2733. Toute l'équipe de Michel et Terry Whittom vous attend à votre pharmacie Jean Coutu de Grande-Rivière. Pour des conseils professionnels, des produits de qualité, venez nous voir, ce sera un plaisir de vous servir. Des cosmétiques aux soins de beauté en passant par des soins de santé, c'est chez votre Jean Coutu de Grande-Rivière que vous trouverez satisfaction.